Tariq Abdul-Wahad. Pardon? Tariq Abdul-Wahad. Tariq Abdul-Wahad. Et alors, Tariq Abdul-Wahad, il disait, oui, voilà ce que c'est que de jouer, les Français sont C'est quand même pas lui qui va vous apprendre l'arabe, tiens, Bénichou. Ça, c'est quand même incroyable, alors. Oui, moi, j'ai donné des leçons d'arabe. J'ai donné des leçons d'arabe à Omar Sharif, il me donne des leçons d'arabe. Vous savez, on se diversifie comme on peut. Et alors, donc... Comment ça, vous donnez des leçons d'arabe? Mais il parle arabe, Omar Sharif. Omar Sharif, il parle l'arabe. Il parle moitié arabe. Non, il parle l'arabe égyptien, qui est un arabe qui n'a rien à voir avec notre arabe. En tout cas, de nos arabes. Moi, je lui en veux beaucoup parce qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui s'est suicidé. Je suis très sérieux, c'est pas drôle. Bien sûr. À cause de... Non, mais... À cause de Omar Sharif? Non, il donne les pronostics du tiercé tout le temps et quelqu'un avait misé très gros sur une combinaison qu'il avait donnée dans Tiercé Magazine. C'est comment c'est son slogan déjà? Je sais plus. Enfin, les courses, c'est mon dada. Non, justement, je vous attendais là, c'est marrant. C'est marrant. Les courses, c'est mon dada. C'est Guy Lux. C'était Guy Lux. C'est ce que j'ai dit. Il dit, les chevaux, c'est ma grande passion. C'est pas pareil, voilà. Ouais, c'est pas bon. Quelqu'un de la famille qui avait joué gros et voilà, et qui s'est suicidé dans sa cave. Non. Donc même pas par amour. Et il avait écrit Omar m'a tué au tiercé. Pensez bien que c'était pas vrai, je serais pas là. En train de faire, oui, il y a quelqu'un dans ma famille qui s'est suicidé. Oh, bah ça. Oh, ça aurait pu être il y a 15 ans. Oh, bah ça. Oh, ça pour faire rire, vous êtes pire que moi, vous. C'est vrai. Bon, alors on parlait basket. Oui, Christine, je tiens aussi à vous dire, chère Christine, que si l'écart fut court contre la Slovénie, les deux précédents matchs quand même, contre l'Italie et contre la Bosnie, on a été très très fort. Enfin, je ne parlais que de la Slovénie. Je dis on en matière de basket. En rugby, ils ont été très mauvais. Tony Parker, il est français? Tony Parker? Oui, il est français quand il gagne. Voilà. Non, il est français, c'est un parent de Waterman. Voilà. Ah, d'accord. Vous m'avez grillé de 2 secondes. Oui. Ah, bah là, comme ça, je comprends beaucoup mieux, évidemment. Arrive, mon petit chauffeur. Né Waterman par la branche Mont Blanc. Oui. Ah, bah là, je suis. C'est foutu, c'est pas la peine. Tu me grilles si souvent. C'est pas mon un bic qui va me... C'est mon brasier. Bon, le courrier des auditeurs, si vous voulez bien, hein, des auditeurs. Il en perd son latin. Ils écrivent, les auditeurs, et même ils tapent sur leur ordinateur europe1.fr pour nous envoyer quelques emails, et ils notent évidemment les quelques fautes que nous avons pu commettre dans les émissions précédentes. J'ai par exemple, vendredi dernier, parlé de la ville de j'ai dit bêtement Oeil plage, et il fallait dire Oie plage. Cette plage du Pas-de-Calais, je crois, se dit Oie plage. Oui, mais comment ça s'écrit? Eh ben, ça s'écrit O-Y-E. Alors moi je disais Oeil, évidemment, bêtement. Et on dit Oie plage. Non, c'est comme loi. Vous savez que c'est l'ancienne orthographe de loi. Le jeu de loi s'écrivait O-Y-E avant. Et vous ne direz pas, on va jouer au jeu de l'œil. Hein? Bon, tout ce que j'ai à vous dire. Quoique. Ça commence mal, ça Vous avez cité cette ville en la massacrant phonétiquement. Cela se prononce Oie-Plage et non Oeil, comme dirait Raffarin. Je ne vous écoute pas de Tourcoing pour entendre des conneries pareilles. M'écrit Sébastien. Ils vont pas nous emmerder non plus. Oui, mais parce que tous les mails sont pas là-dessus. Oie-Plage, c'est aussi encore plus con que Oeil-Plage, moi, je trouve. Oui, faut dire que Oeil-Plage, ça allait mieux puisqu'on trouvait des boulettes de fioul. Oui, en plus. Alors qu'on n'en trouve pas à Oie-Plage. À Oie-Plage, on trouve du foie gras éventuellement, mais pas de boulettes de fioul. On trouve des chiens sur les deux plages, à Wawa plage. Un bonjour à dire à monsieur Bénichou de la part de David que j'apprécie. J'apprécie particulièrement son sale caractère. Il me rappelle mon grand-père, dit David. Est-ce que je te rappelle pas ta sœur quand je mets un string? Et alors, il nous envoie 2 petites blagues sur les blondes. Non, une, alors l'autre, j'ai pas eu le temps de la lire d'ailleurs. Je m'aperçois qu'il y en a deux. Mais il y en avait une première, en tout cas celle-là, je l'ai lue, elle est très drôle. C'est une blonde qui va chez le coiffeur avec son Walkman sur les oreilles. Alors que le coiffeur lui son Walkman. Vous voulez nous redire son baladeur, si vous préférez. Son Walkman sur les oreilles, voilà. Walkman, si vous préférez. Le coiffeur lui demande d'enlever le Walkman, mais plusieurs fois elle refuse. Le coiffeur finit par lui demander pourquoi. Elle dit mais mon copain m'a dit que si j'enlevais mon Walkman, je mourrais. Au bout de 20 minutes, la blonde accepte quand même d'enlever le Walkman pour faire plaisir au coiffeur et effectivement, elle tombe raide morte. Le coiffeur ne comprend pas, alors il met le Walkman dans ses oreilles pour vérifier ce qu'il y a là-dedans et il entend inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Bon. Oui, c'est une bonne blague de blonde. C'est une bonne blague de blonde. Dites-moi, mon cher Red Charles, je peux vous dire une chose.
les deux jeunes femmes sont blondes. Oui, mais alors nous, on se sent vous les avez Eh bien, j'ai la différence entre une blonde et... une brune. Non, un garçon. Quelle est la différence entre une blonde et un garçon? Langue au chat. La blonde a un nombre de spermatozoïdes plus important. Je la comprends même pas. C'est ce qu'on disait. Bah, explique-moi, la Mais blonde. les garçons, ils portent un nombre de spermatozoïdes sur eux, en permanence. Et les blondes. Et la blonde Enfin, davantage. c'est ce qu'ils prétendent. Il est bon que Monsieur Bénichou soit avec vous, m'écrit Jean-Paul, car tout en étant drôle, il représente pour moi et sûrement pour beaucoup de monde un rempart contre la bêtise. Vous vous rendez compte, Pierre? Oh là là. Quelle rentrée ça lui fait au Quel Bénichou. rempart. Quelle rentrée ça lui fait. Oh, je vous en prie. Ah, la petite Béniche. Elle va plus se sentir dès le mois de septembre. Hein, regardez, il est gonflé à bloc. Qu'est-ce qu'elle a, ma Regarde son regard. canicule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma canicule? Là, mais ça va pas. Non, sérieusement. C'est qu'elle chauffe, la Non, non, canicule. non, non. Il enlève ses lunettes, regarde, il prend son air mauvais. Regarde là son regard de grand prédateur. Pas du tout. Allez-y, grand fou, déchaînez-vous. Mais Pierre, on vous a La jamais parlé. vulgarité vous va si mal. Vous étiez où en vacances pour rentrer avec une Hein pêche comme ça? Trop beau pour ta gueule, là, vous êtes. Mais enfin, c'est pas possible, je continue mon courrier. Ah, Christian, qui a des lettres, me dit, c'est vrai que parfois j'oublie ce que je dis, mais on a parlé de la légalisation du cannabis l'autre jour, autorisé ou pas en France, puisque les pharmacies hollandaises peuvent désormais délivrer sur ordonnance du cannabis aux malades graves. Et grave comment? grave comment? Grave, comment ça grave de chez grave. Grave de la drogue. Oh, je suis grave. Tous les mecs qui sont graves, on leur donne de la dope. Oh, il est grave, lui. Hop, cannabis. Non, mais là, alors là, il me rappelle que, et j'avais oublié cette phrase immortelle, je veux dire, je ne suis pas pour la légalisation du cannabis, d'autant que moi, je peux en trouver facilement. Et qui dit ça? Mais ça, c'était moi. c'est une reprise Ah bon? du générique de Good Morning Vietnam, où on voit un colonel qui arrive et qui appelle les deux commandants du camp des soldats vietnamiens, mais qui dit, il paraît que vous avez un problème de drogue, et les commandants disent, aucun problème, tout le monde en a. C'était exactement. Thomas me dit, 1000 merci pour ces 2 heures quotidiennes de pur bonheur. Vous n'êtes pas seul. Heureusement, autour de vous, des gens formidables comme Pierre Bénichou, homme de culture avec un S. Il a cette mauvaise foi pleine de pertinence qui nous invite tous auditeurs à prendre ce recul nécessaire sur l'information Et quotidienne. sur nous, il n'y a rien? Philippe Vandel, oui. Pas un mot gentil. Il va y avoir mon pote tout à l'heure. Non mais arrêtez, pardon. Non mais arrêtez, Non, mais quand même, parce c'est que quand moi, même- vous savez, il suffit de peu pour me déchaîner. Philippe Vandel, homme de bonne volonté, m'écrit le même Thomas, et d'abnégation. Voilà, vous êtes plein de bonne volonté, C'est ce que je Philippe, peux, avec ce que j'ai. qui essaye désespérément de vous inculquer quelques cultures musicales, anglo-saxonnes notamment, et il vous apprécie pour cela. Moi aussi d'ailleurs. Je viens d'écouter votre émission vendredi, et étant de Clermont-Ferrand, je suis content d'apprendre dans votre émission la nouvelle formule Michelin. Je ne sais pas si vous nous avez écouté vendredi, mais on a parlé du pneu Michelin que lance Michelin avec un service après-vente assez incroyable, puisque 24 heures sur 24, où que ce soit en France que vous puissiez crever, vous appelez un Même numéro. en plein été. Exactement. Ouais, même les vieux. Voilà, on vient vous changer tout de suite le pneu. Et vous achetez un pneu, même pas besoin de voiture, vous achetez un pneu, on vient vous le changer, c'est idiot, parce que si vous n'avez pas de voiture. Mais, par exemple, si vous voulez l'adresse d'un bon restaurant dans une ville où vous êtes, hop, si vous avez acheté un pneu, il vous donne l'adresse du resto. Ouais. Même si c'est pas un Michelin. Mais, si. Ah, il faut un Michelin. faut quand acheter même. un Michelin, voilà. Et alors, Et il attends. veut faire partie du Dream Team. Ouais. Non, mais- Et alors, de la Dream Team. Et alors, donc, il vous avait parlé de ça, et alors? Et on trouvait ça très malin. Bah, il dit, le monsieur. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Jérôme, il dit, c'est con qu'ils aient pas quand même utilisé le slogan avec Michelin, on peut toujours crever. Ça, c'est quand même, c'est vrai que c'est un joli slogan, non? Oh, mais c'est bien, s'il est annonceur, tu vas voir comment ta place, tu vas Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Pouvez-vous dire à Madame Aubry que l'année dernière à la braderie, mes filles ont vendu à Lille beaucoup de livres. Elles se sont débarrassées de leur Martine. Heureusement, il y en a un qu'on n'a pas réussi à larguer, c'est Martine à la mairie. C'est rigolo. Hein, Oh, c'est rigolo, c'est Pas pour elle, c'est hein. politiquement très très méchant.
Je voudrais revenir sur l'émission de vendredi à propos des 20 médicaments les plus consommés en France. En effet, vous avez donné cette liste. Vous avez parlé du Vioxx, du Lovenox, qui sont dans la liste des 20 médicaments les plus utilisés. Et dans cette liste, vous avez parlé du Subutex, qui figure donc parmi les tout premiers médicaments prescrits. Vous n'aviez pas l'air de savoir que le Subutex n'est rien d'autre qu'un médicament de substitution à l'héroïne que les médecins de ville délivrent aux toxicomanes. Alors voilà, le combat contre la toxicomanie n'est pas fini, n'en déplaise à Monsieur Sarkozy. Merci pour votre émission, infirmier libéral. Je peux ainsi décompresser entre deux patients. Pour un infirmier, c'est normal de décompresser entre deux patients en vous écoutant. Voilà. Ah bon, j'ai cru en prendre du Subutex, moi je croyais aussi. Non. Pourquoi ils mettent le Subutex dans les médicaments les plus... Je pensais que c'était des médicaments... Parce qu'il y a peut-être un médicament encore mieux que le Subutex, je sais pas. Ah oui. Non, mais ce qui est quand même épatant, c'est que ce soit dans les 20 médicaments les plus donnés. Le Subutex? Bah oui. Peut-être ça sert à autre chose. Je crois que ça sert à autre chose. Ah oui? Voilà, c'est parce que ça s'appelait pas la Non, parce que je n'en sais pas plus. Sinon ça s'appelait pas la méthadone, oui, enfin, il y a plusieurs traitements de substitution, mais je crois que le Subutex... Si Philippe qui nous écrit est drogué, il est drogué, puis voilà, ça vous regarde. Betty, je souhaitais simplement témoigner, me dit Betty, de mon indignation suite à la fête donnée ce week-end pour le soutien de Bertrand Cantat, soi-disant en hommage à Marie Trintignant, qui, cette fête est bien évidemment indécente, dit Betty. Cet hommage aurait pu être fait de façon anonyme s'il était vraiment sincère et ne serait pas perçu alors comme une provocation. C'est vrai que ça a beaucoup choqué les auditeurs qui nous en ont tous parlé. Ils ont fait à Vilnius une fête de soutien à Bertrand Cantat et en mémoire de Marie Trintignant. Quoi qu'on pense de cette affaire. La famille Cantat et le groupe Noir Désir. Moi d'abord. Non, le groupe Noir Désir n'était pas sur place. Uniquement la famille Cantat. Ah bon, parce que alors les informations que j'ai lues étaient. On dansait sur Noir Désir. On dansait sur Noir Désir. Voilà. Moi, je trouve ces coutumes totalement malvenues. Non pas parce qu'il s'est passé un drame, mais tous ces trucs sont pas du tout européennes. Ce sont des mœurs anglo-saxonnes, on fait en Amérique, surtout les Noirs font ça. Oui, on fait de la musique et tout le monde danse et on chante et on boit devant la tombe des vieux copains. Je trouve ça ridicule. Moi, je trouve. Mais la famille Cantat n'est pas anglo-saxonne. Ils n'étaient pas au pied d'une tombe. Non, ils ont fait ça où? Ils n'ont pas fait ça à Vilnius. Ils ont pas fait ça dans un cimetière. Devant la prison. Non, ils ont fait ça à côté de l'hôtel où ça s'est passé. Je trouve que ce sont dans les périodes de deuil. C'est ultra malsain quand même de pouvoir s'amuser. Ce sont moi, je trouve des choses qui sont tout à fait malvenues. Ça s'est passé au Paris, un café français plutôt chic du centre historique de Vilnius. L'établissement est situé rue Zidjoji, à 2 pas de l'hôtel Domina Plaza où s'est noué le drame, nous écrit le Parisien. Cette initiative a pourtant semé le trouble parmi les journalistes présents. Il y avait quelque chose de macabre dans cet événement, confie un des journalistes. Le quotidien national Respublika, quotidien de Lituanie, précise que Bertrand Cantat était très content d'entendre parler de cette fête et qu'il avait demandé aux gens de rendre hommage à Marie Trintignant. Un grand écran diffusait donc des images de Betty, ce film de Claude Chabrol où l'actrice incarnait une femme à la dérive. Je ne sais pas combien de gens soutiennent Bertrand en Lituanie, mais je pense que l'opinion publique générale est meilleure qu'en France, déclarait la sœur de Bertrand Cantat, Anne Cantat, qui était de la fête, avant d'ajouter, les gens doivent savoir que Bertrand est aussi victime, car ce qui s'est passé à Vilnius est une tragédie entre deux personnes qui s'aimaient. Toujours est-il que la fête controversée de Vilnius s'est achevée tard dans la nuit, après que les convives eurent dansé au son des platines de Didji Reggi, qui selon le journal Républicain n'est autre que le gendarme affecté à la sécurité de l'ambassade de France à Vilnius. Voilà les précisions. Maître Kijman, l'avocat de la famille Trintignant, dit que tout cela est évidemment indécent. Moi je trouve ça hyper malsain d'aller s'amuser comme ça à la gloire d'un type qui est en tôle pour avoir bastonné et tué sa copine. Et il disait que puis en plus, c'est vraiment pas la peine dans des moments pareils d'aller mettre de l'huile sur le feu. Avec écran géant, avec DJ. C'est très bizarre. C'est justement un drame intime et il faut le laisser intime. C'était pour remonter le moral de Bertrand Cantat, dit... Pourquoi pas un match de boxe aussi? Oui, un match de boxe, à la limite, ça aurait été mieux venu. Alors en même temps, il faut le dire que les journaux nous en parlent, mais c'est très vendeur. C'est Marianne qui nous le dit. Que ce soit vendeur, on n'en doute pas. Libération a fait augmenter ses ventes de 20% par rapport à un jour habituel quand ils ont titré sur Cantat et Trintignant. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de dossiers, y compris à la télévision ce soir sur Canal+, des reportages sur ce drame. Et TF1 en prépare un aussi. Oui, il y a M6 aussi en prépare un. Voilà. Et il y a une soirée spéciale ce soir dans 90 minutes sur TF1 avec 3 reportages, un du côté de la famille Cantat, un du côté de la famille Trintignant et un à Vilnius. Mais ce week-end dans Plus Clair... Tu les as vus ? Non, je les ai pas vu la bande. Dans Plus Clair, l'émission de Daphné Roulier sur les médias, il y avait ils expliquaient que Match et VSD ont fait chacun plus 300 000 ventes en mettant Bertrand Cantat en couverture et que Match l'a fait 3 fois. Rien à ajouter ? Si.
Si, c'est que moi j'ajouterais qu'il n'est pas étonnant que les journaux montent. Les journaux, c'est quoi? C'est un thermomètre de l'opinion et de ce qui intéresse l'opinion. Et qu'il est normal que des journaux de grande diffusion et qui sont un peu people ou un peu sans être sordides mettent en une de leur hebdomadaire les gens qui sont dans l'actualité. C'est vrai que cette malheureuse Marie Trintignant et ce misérable Cantat, enfin c'est malheureux aussi, je sais plus. Bon, Cantat soit les deux personnages d'opinion. C'est vrai que les lecteurs ont été passionnés par ce sujet comme nous l'avons tous été. C'est vrai qu'il est normal qu'on aille plus vers les journaux quand on vous promet d'en savoir plus. Moi, je trouve que la presse a été assez honnête et elle n'a pas été, il n'y a pas eu de trucs ignobles comme il y a eu par exemple dans certains journaux pour le petit Depardieu, pour des choses comme ça. Bon, donc je trouve que c'est normal, il n'y a pas à s'en plaindre ou à dire que la presse est moche ou la presse. Bon, on en a parlé parce que c'est un sujet dont tout le monde parlait, donc que les journaux en parlent, c'est normal. Voilà. Parfait. On clôt sur ce sujet. On se retrouve avec Faudel au téléphone dans un instant après la pub. Au lendemain de franchise et à 2 jours de Slovénie-France, les Bleus jouent la qualification pour l'Euro au Portugal. Europe Foot, toute l'actualité du football à chaud, présentée par Christian Jean-Pierre, Jean-Luc Haribard, Arnaud Ramsay et Lionel Rousseau, ce soir à 20h sur Europe 1. Top 3, Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés, pack CD, numéro 3. Mon métier, disque jockey traiteur. Je sillonne la région au son de mes disques préférés dans mon partenaire pack CD. Et je livre des repas. Mon cousin, lui, c'est pas pareil. Non, il est disque jockey charpentier. Du 1er septembre au 31 décembre 2003, venez découvrir la gamme Peugeot Partner, Expert et Boxer pack CD, réservée aux professionnels dans le réseau Peugeot participant. Je suis chez Socière-Cherge. Non, je suis chez Socière-Cherge. Je suis chez Socière-Cherge. D'accord? Je suis chez Socière-Cherge. Je suis Socière-Cherge. Je suis bien chez Cherge. Entraînez-vous, vous parlerez bientôt sans compter. Orange lance les forfaits infinis. Vos appels sont gratuits et illimités le soir et le week-end vers Orange et Fixe. Série limitée valable jusqu'au 15 octobre 2003. Conditions 0800 830 800. Orange. Orange de France Télécom. Ils n'ont plus rien à se maudire. Ils se performent. Découvrez L'amour est mort, une chanson inédite de Jacques Brel. La haine est devenue leur science, les caries sont devenus leur rire. L'amour est mort. Jacques Brel, le 23 septembre, un événement Barclay. On va se gêner la suite avec Bénichou, Vandel, Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim et au téléphone, à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, et quelques semaines avant son Bataclan, il y sera les 7, 8 et 9 novembre prochains. Faudel, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Un autre soleil, c'est le titre du nouvel album de Faudel, du rail français. Je dis ça parce que les journalistes, les critiques que j'ai pu lire jusqu'alors disent que cet album est plus français que les précédents. Vous chantez en français beaucoup plus. Eh ouais, ça existe Laurent, du rail made in France. Eh ben voilà. La preuve. Du rail made in France. Et en même temps avec des sonorités plus hispanisantes, on va dire. Un petit peu, en fait c'est un voyage. J'ai fait Oran, après je me suis arrêté un petit peu dans l'Andalousie, l'Espagne, après j'ai fait Marseille, Paris, voilà. Donc c'est un voyage. 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'album Faudel. Exactement, tout à fait. Vandel, vous chantez comment en français? Moi j'étais peut-être le premier à faire les papiers sur le rail, c'était quand j'étais journaliste à Actuel en 86. Ouais. J'étais allé à Oran, il y avait Raled et il y avait encore Bellamou et des choses comme ça. Oh, vous connaissez bien Bellamou, oui, bien sûr. Oui, je connaissais et c'était de la musique qui était improvisée, qui chantait des thèmes qu'on ne chante pas par ailleurs. Le mariage, les liaisons amoureuses hors mariage, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous chantez vous? Oui, mais moi c'est pas tout à fait ça. 4e génération, français d'origine algérienne, donc les thèmes forcément ça change. Pas le même parcours que mes confrères, mais c'est vrai que le rail en fait la base c'était un petit peu comme le rock il y a des années en fait, c'était des thèmes, enfin je comprends pas pourquoi l'amour c'était un thème tabou là-bas en Algérie, mais en fait ils écoutaient pas trop cette musique, il y avait aussi l'alcool, la boisson et en famille. C'est vrai qu'ils ont un petit peu boycotté, je dirais, les médias là-bas en Algérie n'écoutaient pas, enfin ne passaient pas du rail, c'est vrai.
En fait, vous vous êtes rendu compte que vous aviez un public plus large peut-être que celui que vous imaginiez. Voilà aussi pourquoi vous êtes dit il faut aussi chanter en français pour l'ensemble de mon public. Non, je me suis pas dit. Moi, j'ai toujours chanté quand on écoute Tellement je t'aime. Dis-moi, il y a un petit peu de français en fait. Moi, je voulais l'appeler 50-50 cet album. Oui. Vous auriez mieux fait d'appeler moins 50%, ça vous en auriez vendu encore plus. Moins 50, il est à moins 50% justement. Il fallait l'acheter, il est à moins 50%. Non, j'ai vraiment voulu, mais par contre, je me suis rendu compte pendant la dernière tournée, pendant le spectacle, je fais allumer comme ça les lumières. Et j'ai vraiment vu qu'il y avait vraiment une famille, c'est-à-dire entière, qui venait me voir. Il y avait bien sûr la communauté qui était présente, mais aussi des gens qui comprennent pas trop l'algérien. Donc je me suis dit, tiens, au lieu d'expliquer à chaque chanson, pour moi me fatiguer, donc je la chante en français, comme ça c'est clair. Pourquoi vous dites l'algérien et pas l'arabe? Vous chantez vraiment dans un... Parce que l'arabe, vous savez ce que c'est l'arabe? Pas assez. C'est l'arabe, c'est l'arabe littéraire. C'est Dubaï, c'est Moyen-Orient, c'est pas ça. Nous, c'est de l'algérien enfin, moi, en l'occurrence, moi, je suis d'origine algérienne, je chante de l'algérien. L'arabe, c'est de l'arabe dialectal et qui est pas tout à fait le même. En fait, c'est par rapport à c'est pour dire que c'est différent, tout simplement. J'ai pas un mot à retoucher sur ce que vous dites. Moi, vous savez, vous dites que vous êtes français d'origine algérienne. Moi, je suis algérien d'origine française, donc je peux absolument être d'accord avec ce que vous dites. Cela dit, oui. C'est vrai que le rail, déjà, il y avait beaucoup de paroles françaises sur le rail. Bah, un petit peu de par parce que c'était des rythmes arabo-andalous. Oui, comme vous le savez, toute cette musique qu'on appelait du temps de la colonisation, on appelait ça la musique indigène, comme on appelait, c'était moitié espagnol, moitié arabe. De ton temps, tu veux dire. De mon temps, oui. De mon temps à moi. Bon. Et alors, et il y avait beaucoup. Est-ce que de chanter en français, c'est pas justement faire perdre un petit peu, c'est comme si on appelait le couscous la semoule aux légumes, vous comprenez? Non, je pense pas. C'est vrai qu'on tout de suite le premier truc c'est ça, c'est un petit peu gérer les puristes, comment ils vont réagir et tout ça. Mais moi, je veux pas être. Mais quand on voit mon parcours, c'est pas du tout. Donc on peut un petit peu comprendre. C'est l'album d'un chanteur français. Oui, voilà. et puis moi merci Laurent. C'est un petit peu, je dirais quand on voit, c'est pas du tout justement l'amalgame. Elle est là quand on dit. Le Petit Prince du Rail, Faudel, c'est ce qu'on me compare à mes confrères. J'ai pas le même parcours qu'un. C'est du rail de Mantes-la-Jolie, voilà. Oui, et puis qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je parle pas l'algérien, je comprends pas l'algérien, mais j'adore ce que fait Faudel. Merci, vous êtes gentil. Et je trouve on n'a pas à être absolument, il fait du rail à sa façon, comme il a envie de le faire. En fait, et surtout, il dégage quelque chose que je trouve moi unique, et on n'insiste pas assez là-dessus, c'est la gaieté de ce garçon, c'est l'espèce de générosité, l'amour que vous dégagez, et qui... Mais oui, mais c'est vrai. Oui. Je suis absolument et je trouve que c'est... J'aimerais beaucoup vous entendre chanter en alsacien. Mais attention, moi je chante l'alsacien puriste, l'alsacien littéraire. L'alsacien littéraire, celui qu'on parle à Dubaï. Ah non. Donc, voilà, moi je trouve que, à la limite, ce soit du vrai rail, du faux rail, je sais pas quoi, ce que je sais, c'est que c'est de la super vie du rail. Allez, on se fait un petit rail. Allez, on se fait un petit rail. Moi, je suis un poseur de rail, et tout comme l'était mon père. Et c'est surtout que c'est formidable. Faudel a un soleil dans la voix, son album s'achète, oui, et s'appelle, ça c'est un lapsus révélateur, son album s'achète, messieurs dames, vous ne volez pas, avec tous les problèmes qu'ont les CD en ce moment, on l'a lu et entendu ce week-end, hein. Il faut acheter les CD, l'album s'appelle Un autre soleil, vous serez au Bataclan des 7, 8 et 9 novembre, Faudel, on vous remercie de nous avoir parlé quelques minutes. C'est moi qui vous remercie, merci Laurent. On va écouter Je veux vivre, un nouvel extrait, donc de cet album, un premier extrait. Je veux vivre je veux vivre pour manger tous les livres. Je veux vivre pour connaître les enfants de mes petits-enfants, pour atteindre 100 ans, pour atteindre 1000 ans, pour être heureux et ivre. Je veux vivre pour courir sur la grève. Je veux vivre pour embrasser mes rêves, pour embrasser mes jours, pour connaître l'amour et les heures qui enivrent. Je veux vivre, je veux vivre.
la mort viendra me faire un sort. Elle ne puisse jamais, jamais déraciner tout ce que j'ai planté, tout ce que j'ai semé, qui me fera survivre. Je veux vivre, vivre, je veux vivre, vivre, Faudel, c'est une nouveauté. On se retrouve tout de suite après la pub pour vivre encore ensemble. Dès mardi et jusqu'au 21 septembre, chez Intermarché et Écomarché, découvrez une foire au vin d'exception à des prix d'exception. Des prix d'autant plus exceptionnels qu'à partir de 50 € d'achat foire au vin, 5% sont crédités sur votre carte de fidélité. Et si vous avez 100 € d'achat et plus, 10% vous seront reversés. De quoi découvrir d'autres merveilles parmi les 260 vins conseillés par nos œnologues. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les Intermarchés et les Écomarchés participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Toyota. Bien, sortez votre livre et votre cahier de mathématiques. Entrez. Bonjour monsieur, veuillez m'excuser pour mon retard. C'est pas grave, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben en fait on est tombé en panne avec mon père. Mais il n'a pas une Toyota Corolla? Si. Ok Bruno, tu te moques de moi? 2 heures de colle. Ben pourquoi? 4 heures de colle. Toyota Corolla D4D. Technologie turbo diesel à rampe commune à partir de 16 400 €. Toyota Corolla, une qualité qui ne trompe pas. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Allô, le conseiller Gaz de France? Lui-même? C'est encore moi. Ah. Vous allez me traiter de chicaneur, de tatillon. Je ne me permettrai pas. Non, parce que l'offre Dolce Vita que vous venez de me conseiller, elle est parfaitement adaptée à mon style de vie, d'accord. Pour ce qui est du confort, c'est optimal, mais quid de la sécurité? Ah mais attendez, dans Dolce Vita, il y a aussi le diagnostic qualité. Un service qui pour 30 € et en 30 minutes vous permet de faire le point sur la sécurité de votre installation au gaz naturel. Vous avez réponse à tout, vous? Bah, c'est mon métier. Racine cubique de 6213? Là comme ça J'en étais sûr. Le diagnostic qualité est un service Dolce Vita. Interrogez le conseiller Gaz de France au 0810 16 3000. Prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. On va se gêner la suite toujours avec Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Philippe Vandel. J'entendais de la publicité à l'instant sur la foire au vin. Il est temps d'aller acheter son vin avant qu'il augmente, parce qu'il y a eu que pour remplir le trou de la Sécu, le gouvernement pense éventuellement à une surtaxe de 5 centimes d'euros. Parce que maintenant, quand on dit 5 centimes, on pense toujours que c'est 5 centimes. Oui, on se dit, c'est rien. Mais c'est 5 centimes d'euros par bouteille de vin et spiritueux. On sait que les cigarettes vont évidemment énormément augmenter dans les mois qui viennent encore. Mais le vin aussi, on y pense. Une taxe sur les vins en projet. La gauche va encore gueuler. Pourquoi? Mais parce que c'est encore une taxe qui défavorise les pauvres. Comment ça? Parce qu'ils boivent du Kiravi à 1 € la bouteille, alors que les grands bourgeois qui boivent des Pétrus à je ne sais combien, et ça sera toujours 5 centimes pour tout le monde. Il faudrait que ce soit proportionnel. Il faudrait que ce soit 1% du prix de la bouteille, si on veut que ce soit un petit peu juste. Ah bien sûr, il n'avait pas pensé à ça, dites donc. Vous voulez dire que le taux devrait évidemment être... varier suivant le prix de la bouteille, ce qui me paraît justice. Mais rien ne dit que ce sera 5 centimes d'euros la bouteille. Quelle que soit la bouteille. Si, c'est ce qui vient... Si c'est 1% du prix de la bouteille, ça fait 5 centimes. Oui, mais ça fait 5 centimes pour une bouteille. 1%, c'est 20 fois pour une bouteille qui coûte 100 balles ou 100 €. Et pour une bouteille qui coûte 600 €, je sais pas. J'ai bien compris, mais Laurent vient de dire que c'était 5 centimes par bouteille. Ouais, non, tu Alors, mal. Selon nos informations, écrivait le journal du dimanche hier, une mesure à l'étude consisterait à taxer de 5 centimes d'euros chaque bouteille. Voilà. Alors, effectivement, là, il a raison, Vandel. Ça veut dire que... il a raison, Vandel. Il a raison. Ça veut dire que si vous achetez du Préfontaine, vous allez payer la taxe de 5 centimes d'euros sur du Préfontaine. Si vous achetez effectivement un château Lafite, au Lafite, ce sera 5 centimes d'euros. Mais c'est un scandale. Ah oui. Moi, je vous mais dire, c'est un scandale. C'est une insulte à la classe ouvrière. Mais quand même, ça me paraît curieux. C'est peut-être le JDD qui se trompait. Oui, mais nous, les ouvriers, on en boit 6 bouteilles de Préfontaine. Tandis que, comme ils ont beaucoup de pognon puis qu'ils sont malades, ils boivent quoi? Ils boivent une demi-Pétrus. Alors, l'un dans l'autre, ça fait la rue Michel. Bon, en même temps, c'est bon pour notre santé. Moins fumer, moins boire de vin, Christine. Non, sûrement. Et moins de trous dans le foie et moins de trous dans la sécu, oui. Bien sûr. Et dans les poumons, surtout. Mais aussi moins d'amour. Oh, pourquoi? Ah non, Pierrot ça pousse. Parce que le bon vin m'endort, l'amour me réveille.
Si on taxait l'amour, voilà quelque chose. Voilà un truc qu'il faudrait faire. Ah oui. Taxer comment? Ça se mesurerait comment? Je ne sais pas. Alors, 5 centimes on sur dirait quoi? par exemple 5 centimes pour chaque fois qu'on fait l'amour. Alors on dirait c'est pas honnête parce que les vieux ils font moins l'amour que les jeunes. Oui, mais ils font moins l'amour que les jeunes, ça leur apprendrait à moins le faire, les salopards. C'est un projet, hein, tout ça. Mais bien sûr, ça va rester lettre morte, hein, si ça se trouve. Monsieur Berlusconi chante, vous le savez, on a parlé. Berlusconi? Oui, je suis Berlusconi, moi. Ah bon? Berlusconi. Je parle italien aussi bien que vous, Christine. Ah oui. C'est le plus important. Ça s'entend tout de suite. Oui. Et donc? Ouais. Et donc? Ah oui, il a fait un disque de chansons d'amour. Je crois que Christine ne m'aime plus. Oh. Je crois que c'est fini entre eux. Non, mais si vous me chantez comme Monsieur Berlusconi une chanson d'amour, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il chante? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Berlusconi? Ah ben j'ai les paroles. Alors, attendez, je vais essayer de vous chanter comme Monsieur Berlusconi. Je ne sais plus si je dois te croire quand tu me dis que tu m'aimes encore, Christine. Je sens que la vie va nous séparer. Jusqu'à la fin, je t'aimerai. Mais il chante en français. Alors ça, c'est la traduction. C'est ça qui est déjà. C'est la traduction française. Non, mais c'est sa domestique portugaise qui doit chanter. 6 chansons sont prévues pour octobre et c'est vraiment le texte d'une des chansons. Il a chanté. C'est qu'en plus, c'est lui qui a écrit le texte. Ah, je ne sais pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des mecs qui ont peur de rien. Moi, c'est ça que je trouve formidable. Finalement, c'est un espoir pour tout le monde. Non, c'est-à-dire que Berlusconi, c'est Tapi qui a réussi. Berlusconi. Parce qu'il a commencé dans la vie, Berlusconi, comme dirait Laurent, par pousser la chansonnette. Et son premier grand succès d'édition est un magazine qui existe toujours, qui s'appelle Rire et Chansons. Ah oui? Comment on dit en italien, Laurent? Rire et Chansons? Oui. Rire et Chansons. Sont les meilleurs. Je m'en sors pas mal. Et ça a été la base de son empire de presse. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il est, en fait, dès qu'il a commencé dans le show business, il était gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et avec lui, je me suis senti femme. Le répertoire de Nicole Croisier est à l'honneur avec Pierre Bénichou. Merci. Oui. Mais quand même, c'est vrai que je trouve qu'il faut oser quand même. Oui. Mais c'est son métier. Mais non, c'est comme si Georges Bidault, je dirais, disons, un vieil homme politique français disait, tiens, je vais essayer, je vais dire. Tu veux dire Chirac. Par exemple, si Chirac disait, je fais un disque, je crois qu'il va vous plaire, en tout cas, et qui disait, viens poupoule. Ça serait inouï. Mais Berlusconi, il a commencé chanteur. Ce serait mieux qu'il chante Bernadette, elle est très chouette. Montand. Moi, je vois bien. Je savais pas, il a commencé sa carrière dans la vie, il était chanteur au départ. Chanteur au départ. Ministre, puis il a fait un disque par la suite. Voilà, si Montand devenait président de la République, comme le voulaient certains amis à moi, bon, est-ce qu'on se serait étonné qu'il chantât la voilà qui revient à la chansonnette. On l'applaudit bien fort. Ah non, on aura tout vu. Enfin, avec tout ça, on n'a pas entendu Berlusconi. Ah oui, on n'a pas Berlusconi. Fais-nous Berlusconi. Oui, allez. J'ai pas le disque encore, moi. J'ai juste les paroles de la chanson, c'est déjà pas mal, quand même. Hein, c'est ce qu'il a chanté à Poutine la semaine dernière. Le premier disque de Berlusconi, Christine, je rectifie, sera produit par le ténor Andrea Bocelli. Là, on dit Bocelli, hein. Absolument. Voilà. Non, mais ça me semble bizarre. Parce qu'Andrea Bocelli, c'est ce ténor aveugle que tout le monde trouve tellement, ça aurait été un ténor sourd encore. Beau garçon. Voilà. On aurait compris. Une seconde. Quando partira? Non, mais Berlusconi est l'homme le plus riche d'Italie, il est plus riche qu'Agnelli, maintenant, on le dit. L'homme le plus puissant. Agnelli est mort, oui. Non, plus riche que la famille. Il paraît que la fortune de la famille Berlusconi est plus importante encore que celle de la famille, que l'était celle de la famille Agnelli. Il est président du conseil, il est chef de tout, il est chef de 4 stations de télévision, de je ne sais combien de journaux. Quel besoin a-t-il de se faire produire par un pauvre aveugle? Mon pauvre aveugle, voulez-vous du pain? Oh, merci madame. Non mais c'est vrai, sérieusement. Je pense que le terme du pas lui-même. Pour lui faire plaisir. D'abord pauvre aveugle, je pense qu'il est loin d'être pauvre, ce gars-là. Produire, Pierre. On n'a pas besoin. Produire, produire, ça veut dire mixer, décider que là c'est l'intro, là c'est le couplet, là c'est le refrain. Comment il peut s'il voit pas?
C'est vrai, il a raison. Moi, je pense que c'est plutôt pour Berlusconi un moyen de s'en sortir. Pas vu, pas pris, comme on dit dans ces cas-là. Non, je pense que voilà, il a exploité. Je pense que Berlusconi exploite un aveugle. Je crois qu'on peut le dire sur cette antenne. En plus, il avait déjà beaucoup de défauts, mais alors celui-là manquait au tableau. Ah, c'est vrai qu'il a encore fait quelques déclarations. En tout cas, il a fait chanter le ténor en question pour Monsieur Poutine en Sardaigne la semaine dernière, pour amadouer. Comment il appelle ça déjà? Il a donné un nom. L'amitié construite. Comment il appelle ça? Avec un mot très cynique pour dire le... Oui, la diplomatie de l'amitié. La diplomatie amicale, quelque chose comme ça. C'est moi mon titre pour un album. Hein. Ouais. Un autre tube, celui de Giscard, chez les jeunes de l'UMP. Vous avez peut-être vu ça. À l'accordéon. Alors sans son accordéon, hein, mais quand même très en forme, le Giscard. Quel chic il avait quand il est arrivé avec son costume. Mais tout le monde est tendu. Je sais pas. Je suis peut-être un peu stiff dans mon truc, comme ça. Et les autres étaient ces malheureux qui sont habitués au costume cravate de toute éternité, comme tous les hommes politiques, et qui s'étaient fait des têtes, des looks. Mais oui, avec Juppé et son foulard landais. De jeunesse communiste, tu sais, les francs garçons, comment ça s'appelait? Oui, les faucons rouges, avec leur foulard rouge pour bien montrer que ça s'appelle un foulard landais. On voit que tu n'as pas joué à la Oui, mais ça leur est très mal. Et qu'est-ce qu'il a chanté? Le plus drôle, c'est Balladur qui, d'après les gazettes, tombe la veste pour faire comme tout le monde et remontant dans sa voiture, se tourne vers ses collaborateurs et dit: alors maintenant, on peut remettre la veste. Et qu'est-ce qu'il a chanté? Il n'a pas chanté Giscard. Ah, je vois qu'il avait chanté lui aussi. Qui a chanté. Ah, je me disais. Jeanneton prend sa faucille, la rirette. Jeanneton prend sa faucille pour aller couper des gens. Bientôt la compile. Couper des gens. Bon, en tout cas, je continue. À la demande générale, j'arrête. Bon, en tout cas, Giscard a surtout taclé Jean-Pierre Raffarin, évidemment, à propos de l'Europe, et l'Europe que Monsieur Raffarin a envoyé bouler lors de son intervention de jeudi dernier à 20h sur TF1, et ça n'a pas plu à Monsieur Giscard d'Estaing, qui pourtant a toujours été soutenu par Monsieur Raffarin, qui fut lui-même jeune giscardien. Ai-je bien résumé l'affaire, Christine? Qui est toujours jeune giscardien. C'est vrai, oui, c'est Giscard qui est plus jeune giscardien que Giscard. Bon, alors comment il va réagir, Monsieur Raffarin? Est-ce qu'il va écouter papa? La différence, c'est que Raffarin est Premier ministre et que Giscard ne l'est pas. Donc, ce qui était assez drôle, c'est qu'Alain Juppé a dû faire la synthèse. Vous savez, dans ces trucs-là, il faut toujours faire la synthèse. Donc, il a fait en bon énarque, normalien de surcroît, il a fait une première partie dans la mesure où, précisément, le président Giscard d'Estaing a raison de souligner que la discipline européenne vaut pour tout le monde et qu'elle est dans la logique de la monnaie unique. Néanmoins, Jean-Pierre Raffarin a raison quand il affirme que, bien évidemment, le pragmatisme doit l'emporter. Et que c'est pas à la virgule près, comment il a dit. Ah, c'était admirable. C'était incroyable. On voyait quand même. C'est tous des menteurs, quoi. C'est tous des menteurs parce qu'ils sont capables de tenir le discours inverse chaque fois. Il dit: nous soutiendrons Jean-Pierre Raffarin, avec les autres qui font comme ça. Non, c'est vrai que Raffarin, c'est un fils de Giscard d'Estaing, mais il a épousé Chirac. Donc, entre son papa et son mari, il sait pas quoi faire, le pauvre. Et dans le fond, pourquoi ils se font ce numéro-là, alors? Pourquoi? C'est pour se dire: je suis indépendant, tiens, je fais ce que je veux. Parce qu'ils ne peuvent pas se déjuger, parce qu'en même temps, on n'arrive pas à respecter les critères de Maastricht. Il y a un gouvernement. Il y a un parti de gouvernement qui s'appelle la majorité, qui est l'UMP, qui regroupe toute la droite. S'il commence à tirer dans les pattes de ce gouvernement, il se décrédibilise complètement. Les seuls qui peuvent le faire, c'est un monsieur comme Giscard, qui est un peu comme mon truc, là, au-dessus des partis, comme tu sais. Bon, tu vois. Bon, alors donc lui, il peut... Non, j'avais pas vu Giscard comme ça. Ouais. C'est peut-être ça dont tu parlais du tube de Giscard. Donc il s'en fout. Et quand on a été président de la République, qu'on a une grosse fortune, qu'on a l'âge qu'il a, qu'on a son prestige international, qu'on est président de l'Europe, ben on les envoie péter tous les autres. On les envoie péter tous les autres. On n'en a rien à foutre. Mais si, il a eu un discours extrêmement précis et, il leur a dit, c'est honteux, d'ailleurs tout à fait fondé pour expliquer que... On suit ou on ne suit pas. Il leur a même dit, vous savez, quand on est mauvais élève, c'est les bons élèves qui payent pour vous. Ben ça, Charles, je peux vous faire des cours particuliers. Et il ne faut pas demander l'anémone aux autres quand on est Voilà, Giscard, vedette de cette fête européenne de la jeunesse UMP. Jean-Marie Le Pen a fait la fête lui aussi ce week-end. Et quand même, ça c'est l'information du week-end. Il a raconté un peu aux journalistes
combien il avait souffert de la canicule pendant l'été, car lui était il à a Paris. survécu. Voilà, il était à Paris au mois d'août. Heureusement, j'avais une piscine, a-t-il dit. Le midi, il rentrait épuisé et se jetait dans la piscine. Heureusement qu'on avait la piscine, a dit Jeannie, son épouse. Moi, j'ai souffert de la canicule, a dit Jean-Marie Le Pen. J'étais le membre du bureau politique de permanence. Heureusement, j'ai bu beaucoup, a-t-il dit. De l'eau, après, a-t-il précisé. Mais lui reproche évidemment au gouvernement et au Premier ministre de ne pas avoir été suffisamment présent pendant l'été. Il en veut aussi à monsieur Delanoë. Il a dit le maire de Paris était occupé à offrir de fallacieuses plages de sable. Sous le sable, les cercueils. Il a toujours le sens de la formule, hein, Le Pen, quand même. Il est bien, quand même, ce type. Il a même dit de monsieur Raffarin, il a une démarche de vieille femme saoule. C'est assez chic. Un coup à droite, un coup à gauche. C'est quand même chic. À sa place, je serrerai les fesses, dit Jean-Marie Le Pen, qui, évidemment, vous l'avez compris, lance sa campagne pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est vrai qu'il voilà un vieillard qui a survécu à la canicule et qui est plutôt en forme, manifestement. Oui, il est en forme, il est costaud, il a toujours été. Il est toujours costaud. Et non, il est assez costaud. Enfin, moi, Tapi, quand même, lui a dit, si tu bouges, t'en prends une. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Bon, ça, la différence, c'est que Le Pen est toujours en politique et plus Tapi. Donc, encore heureux qu'on n'a pas encore Jean-Marie Le Pen comme héros récurrent d'une série télévisée sur TF1. Il manquerait plus que ça. Tony Blair, lui, est de plus en plus en danger à Londres. 43% des Anglais interrogés sont maintenant en faveur de sa démission, à propos, vous savez, de l'enquête liée au suicide, on peut dire suicide, au suicide poussé peut-être. Oui, il n'y a aucun doute sur le suicide de ce monsieur Kelly. David Kelly, expert en armement, mais enfin, les différents témoignages montrent que tout de même, on a totalement démoralisé cet homme. Oui. Je ne sais ni comment ni quand ils l'ont tué, mais je sais qu'à sa mort, tous ont participé. Et oui, c'est de Victor Hugo, ça. Non, enfin, c'est juste un peu pour être digne des emails. Lequel était à Guernsey. Il y a quand même un ex-ministre, monsieur Claire Short. Je ne sais pas si vous connaissez Claire Short. C'est une dame. C'est une dame. C'est une dame. Très bien, voilà. Malgré son nom de famille, c'est une dame. C'est pas un mec qui a des pantalons courts qui sont gris clairs, non. Je connais pas Claire Short. Non, mais enfin, son prénom était assez explicite tout de même. Ah, ben non, c'est elle. Avec les Anglais, on sait jamais, comme dirait. Claire. C-L-A-R-E, allez savoir si c'est pas Claire Chazal, c'est Claire Short. Claire Short. Oui, c'est pas le même genre que Claire Short. Elle est pas very large non plus, hein. Elle était ministre de quoi, Claire Short? Du développement. Et c'est tout, cette Christine O'Krent, c'est incroyable. Bah, oui. Alors, en tout cas, elle a déclaré au journal Independent Sunday que... Là, je l'ai bien vendu. C'était formidable. Que le gouvernement de Tony Blair avait fait de la vie de l'expert en armement David Kelly un enfer avant son probable suicide. Et cet ex-ministre précise que sous ses airs souriants, Tony Blair cache une nature impitoyable. C'est une ministre qui parle. Oui, mais ça prouve à quel point, même en Angleterre, les anciens camarades sont experts à poignarder dans le dos, parce que cette Madame Short, qui d'après son patronyme ne va pas bien loin, a fait toute sa carrière politique à l'ombre de Tony Blair. Elle a démissionné avec beaucoup d'hésitation, et pas la première, bien après Robin Cook, sur l'histoire de l'Irak, et donc elle essaie de récupérer l'aile gauche. Mais je crois que ce qu'il faut dire, et j'en arrêterai là, parce que je sens que Bénichou bout, c'est que Tony Blair, lui, n'a pas d'élection avant 2 ans, et qui n'a pas non plus d'opposition, parce que le Parti conservateur est en miettes. Donc, je ne l'enterrerai pas de sitôt. Très bien, voilà. Pour la différence de Monsieur Kelly, qui, hélas pour lui, est sous terre. Cher ami, je ne boue que d'admiration quand je vous entends parler. Et à 90 degrés. C'est-à-dire, voilà un aspect de la politique que je n'avais pas imaginé. C'est vrai que les journaux vont un peu vite en enterrant Tony Blair. Il n'a pas d'échéance électorale. Et ben voilà. Bravo Christine, mon ami. Vous aviez de bons bulletins scolaires, Christine O'Krent, à l'école? Oui, ça dépendait des matières. Je vous demande ça parce qu'il y a un numéro d'Historia qui sort ce mois-ci assez étonnant. Le numéro de septembre, École, cancres et bons élèves, pardon. C'est Historia qui consacre tout un dossier au niveau scolaire des personnalités historiques que l'on connaît. J'avoue que j'ai pas encore eu le temps de lire tout le dossier, mais j'en ai quelques extraits devant les yeux. Savoir par exemple, tenez, prenez Jules Ferry, pas Jules, Luc. oui, non, parce que savoir que Jules Ferry était doué surtout en instruction religieuse, alors que c'est quand même lui qui a inventé le mangeur de curé, oui. L'école gratuite. Et c'est bien pour ça, c'est parce qu'il l'avait appris par cœur. Vous croyez? Bah oui. On a au téléphone monsieur Pierre Baron. Ah, je crois que c'était Jules Ferry. Ouais.
Allô Jules, qu'est-ce que tu penses du petit Luc? Ah bon? Mais non, Monsieur Barrault, qui est directeur de la rédaction du magazine Historia, bonjour. Bonjour. Premier magazine d'histoire depuis 1909, date de la création d'Historia. Et c'est vrai que ce dossier-là va faire parler, parce que c'est assez original, amusant en même temps, de connaître un peu... et terriblement rassurant. Oui, et en plus rassurant, Très rassurant. ce qu'il y avait décrit sur les bulletins scolaires de nos ancêtres les plus célèbres, à commencer par Charlemagne. Ah oui, par alors ça, exemple. comment avez-vous fait pour retrouver le bulletin scolaire de Charlemagne? Bah, il était en 5e B. Alors, cher Christine, je vous rassure tout de suite, il n'y a jamais eu de bulletin scolaire de Charlemagne, comme vous le savez pertinemment. Forcément, puisqu'il a inventé l'école, il pouvait pas y être lui-même. Mais comme vous le savez, Charlemagne a vécu à une époque où il avait un hagiographe qui s'appelait Guinart et qui a écrit sa biographie, et c'est Guinart qui nous renseigne. Ah, c'est pas France Gall, je pensais que c'était France Gall. Que malgré tous ses efforts, Charlemagne n'a jamais pu vraiment apprendre à écrire. Bon, donc c'est drôle que Charlemagne ne savait pas écrire. Et il ne savait pas écrire. Oh. Mais il avait des parchemins qui cachaient sous son oreiller. Voilà. C'est bien, Pierre. J'ai vu qu'il y en a qui lisent au fond, là. C'est bien. Pardon? Pas mal. Ah non, mais ça je le savais depuis longtemps. Mes parents l'ont bien connu. Non, Maman était très habile, Madame Charlemagne. Il y a eu Charlemagne, marié à Antoinette Magne, qui était son épouse. L'empereur à la barbe fleurie n'a d'ailleurs jamais eu de barbe, je crois. Oui, ça aussi, c'est une légende complète, oui. Totalement. Et Roland de Roncevaux, vous l'avez connu, vous, parce qu'il Il était encore avec Jean-Michel Larquet la semaine dernière. Oui. Et il a eu de bonnes notes? Ah oui. Mais il paraît que ses professeurs étaient très durandales avec lui. Napoléon, alors lui était très bon en maths, mais nul en orthographe. Il avait des grosses difficultés, l'élève Bonaparte. Il était effectivement doué notamment en géométrie, mais il avait des gros problèmes d'orthographe, et c'était surtout un élève extrêmement distrait. Par contre, il avait une véritable passion, c'était pour l'histoire, et notamment, l'histoire de l'Antiquité. Il connaissait toutes les batailles par cœur, Waterloo, tout ça. On l'interrogeait. Mais il était, pardonnez-moi, il était bilingue, ceci explique peut-être cela. Il était surtout italien au départ. Oui, c'est ça, il parlait en quelle langue? Il a fait des études en quelle langue? En italien. Il a fait des études essentiellement en italien. Comme Berlusconi, comme qui? Berlusconi. Justement, pour Napoléon, ou la Paillonnée, comme on l'appelait à l'école, je crois, comment on a su? Ce sont les bulletins scolaires, là, que vous avez retrouvés? Oui, là, on peut retrouver plus facilement, notamment à partir de 9 ans, on a des biographes qui se sont penchés sur sa scolarité, notamment Masson et Biaggi, et on a retrouvé les retours de ces carnets d'école primaire. Mais en même temps, il y a une certaine logique, moi je trouve, pour le grand stratège de guerre qu'il était, de penser qu'il était meilleur en maths qu'en orthographe. Je trouve qu'il y a une logique à ça. Oui, mais quand même. Mais ça crée une haine aussi. Mais que quand même, c'est devenu à la fin de sa vie, enfin, dans son âge mûr, c'est qu'il est mort jeune, ça a été quand même quelqu'un qui s'est intéressé à la chose écrite comme personne, puisqu'on dit qu'à Austerlitz, il était en train de refaire le code pénal la nuit dans le bivouac et d'écrire. Non, il écrivait lui-même. Il écrivait les statuts. Les statuts de la Comédie. Bah oui, peut-être que c'était bourré de fautes d'orthographe. Eût-il été meilleur en orthographe, il y aurait eu moins de morts en Europe. Peut-être. Non, mais il faut pas trop critiquer Napoléon, enfant terrible de la gloire. Vandel. Monsieur, je lis le petit digest là qui est fait dans le Parisien, et en fait c'est assez jouissif à lire parce que tous les grands hommes cités, Charlemagne, Jules Ferry, Napoléon, Alexandre Dumas, Charles de Gaulle, ils sont tous pas très bons. Vous avez fait exprès parce que vous saviez que c'était plus intéressant à lire plutôt qu'on nous dise que c'était le top du top et que c'était excellent partout. De Gaulle très moyen. Non, honnêtement, on n'a pas fait exprès. Oui, on est parti sans a priori sur cette histoire. Permettez, monsieur. Non, ça fait longtemps que je vous écoute, alors comme ça on sera deux. Je dis que ça fait quand même, on est parti sans vraiment d'a priori sur cette affaire-là, et c'est vrai que ce qu'on peut constater aussi aujourd'hui globalement et statistiquement, sans jugement de valeur, c'est vrai que c'est plutôt les filles que les garçons qui sont meilleurs à l'école. C'est vrai que... Roselyne Bachelot, par exemple, parce que vous avez retrouvé ses bulletins. Comme c'est pas vraiment un personnage historique, elle attendra un peu. Hystérique, mais pas historique. On peut pas dire ça, il y a des garçons qui ont été bons, et puis après ça, comme ils étaient trop bons en classe, leurs camarades étaient jaloux. Regarde, prenez Marcel, mon beau-frère, par exemple. Il était premier partout, il a fait toutes les grandes écoles et tout. Et maintenant, c'est marrant, son patron l'aime pas. Prenons une femme, Marie Curie. Oui. Alors, Marie Curie, elle avait de bons bulletins, hein? C'est le profil même de l'excellent élève. Ah, voilà. Super doué. Oui, mais c'était pas en France, c'était en Pologne. D'accord, attendez. Oui, Comment d'accord? Je suis là avec un intellectuel de première bourse, c'est pas pour qu'il me dise d'accord.
Je trouve que votre façon d'évacuer des gens qui nous ont apporté beaucoup est un peu rapide, monsieur Bénichou. Pardon? Je trouve que votre façon d'évacuer des passer gens qui faisant nous ont table apporté rase, beaucoup... foule esclave, debout. Bon, alors qui d'autre vous avez retrouvé comme ça dans les bulletins scolaires? Tout à l'heure, vous avez parlé de De Gaulle. De Gaulle, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a deux scolarités dans la période de Gaulle. Il y a jusqu'à 14 ans où il est assez moyen en tout, quoi. Il sait pas trop quoi faire de ses 10 doigts, il sait pas trop où il va. Et à partir de 14-15 ans, ça y est, quoi. Il voit sa formation se dessiner, il sait qu'il va faire Saint-Cyr, il sait qu'il va faire une école militaire. Et là, il commence à collectionner les premiers prix. Mais c'est vrai qu'on a la même chose, d'ailleurs, on l'a pas publié, mais on a la même chose pour Churchill. Churchill a été un élève extrêmement moyen, tant qu'il savait pas ce qu'il voulait faire. Et puis à partir du moment où il a eu une petite idée de sa vocation, il s'est mis à collectionner les premiers prix et les premières notes. Henri IV aussi, connaissait très bien. Henri IV, c'est surtout remarquable. Ravaillac, qui savait très bien qui c'était. Ah, ça je sais pas, mais par contre le français, il connaissait ça parfaitement. Il connaissait très bien le français. Ah ouais, très doué en style. Voilà. Alors, toujours apprendre de la poule au poids à la cantine y manger. Non, franchement insupportable. Allez, c'est dans Historia ce mois-ci, le numéro de septembre, c'est amusant. Achetez-le parce que franchement, c'est voir l'histoire par le petit bout de la lorgnette, mais en même temps on apprend des choses. En parlant de petits bouts et de... Vous en parlerez après le flash, mon cher Vandel, car il est bientôt 17h. Au revoir, monsieur Baron. MMA, le zéro est un héros. Votre auto est détruite ou volée? Zéro décote. Sur l'occasion comme sur le neuf. Avec MMA, vous êtes remboursé au prix où vous l'avez payé. Quel héros ce zéro? Zéro tracas, zéro blabla. Voiture remboursée, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. PMU. La rentrée, c'est formidable la rentrée. Et bien sûr, avec le PMU. Parce qu'avec le PMU, c'est surtout d'une très grosse rentrée d'argent dont on parle. 3 millions, un 3 suivi de 6 zéros. 3 millions d'euros. Mardi 9 septembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 3 millions d'euros au Quintet Plus. De quoi vraiment réaliser tous ses rêves. Alors rendez-vous toute la journée dans votre point PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU. Dès mardi et jusqu'au 21 septembre, découvrez une foire au vin d'exception chez Intermarché et Écomarché. Sur 5000 cuvées dégustées, nos œnologues ont retenu 70 grands crus à des prix incroyables et 650 vins, dont 260 ont été primés ou médaillés dans les concours les plus prestigieux. Concours général de Paris, concours des vins d'Aquitaine, foire au vin d'Orange. Retrouvez-en une sélection dans votre Intermarché ou Écomarché préféré. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les Intermarchés et les Écomarchés participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. En collant votre oreille sur un livret épargne orange ING Direct, vous n'entendrez pas la mer, vous entendrez 5% brut. 5% brut jusqu'à la fin de l'année, c'est ce que vous garantit un livret épargne orange pour tous vos dépôts jusqu'à 15 000 euros. Quand ça tombe, ça fait un joli bruit. Évidemment, vous n'entendrez pas la même chose ailleurs, mais vous le savez déjà, aucun autre livret ne vous fera ça. Aucun. Pour vous en rendre compte, ingdirect.fr. Offre soumise à condition. Vous écoutez Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être le retour de la pneumonie atypique à Singapour. Un homme est soupçonné d'avoir contracté la maladie. Des tests préliminaires indiquent bien que ce patient est atteint du SRAS et des tests supplémentaires sont en cours pour confirmer. Le malade est hospitalisé et cette annonce intervient le jour même où l'OMS met en garde. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé appelle à la vigilance. Il craint un retour de l'épidémie. Cette pneumonie atypique a fait plus de 900 morts dans le monde. Les derniers décès ont été enregistré au Canada il y a un mois. Et en France, l'Institut de veille sanitaire doit se réorganiser pour développer un système d'alerte plus simple. C'est ce qui ressort entre autres du rapport rendu par la mission d'expertise après la crise sanitaire due à la canicule. Il faut que l'Institut de veille sanitaire travaille en lien avec les services hospitaliers et météorologiques. La mission d'expertise ajoute par ailleurs qu'il faut améliorer les services d'urgence, notamment pour accueillir plus dignement les personnes âgées. Les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pourraient se réunir samedi à Genève pour parler de l'Irak. C'est Kofi Annan qui prend l'initiative de cette réunion et qui demande au ministre des Affaires étrangères des 5 pays de se déplacer. Et ce, pour parler du projet de résolution américain qui est examiné au Conseil de sécurité. Ce texte propose d'élargir le mandat des Nations Unies en Irak et de créer une force multinationale sous direction américaine. La situation au Proche-Orient devrait également être évoquée. Et justement, Ahmed Koreï rencontre en ce moment Yasser Arafat. Le président du Parlement palestinien doit dire s'il accepte ou non le poste de Premier ministre suite à la démission de Mahmoud Abbas. Ce matin, avant de donner sa réponse, il a demandé des garanties de la part des États-Unis et de l'Union européenne.
À Cancun, dans le Lot-et-Garonne, on se prépare à un événement d'envergure exceptionnelle. C'est là que va se tenir le contre-sommet de l'OMC qui commence dans 2 jours à Cancun, au Mexique. À Cancun, le début du contre-sommet est prévu pour demain soir. C'est là que va venir José Bové puisqu'il n'a pas l'autorisation de quitter le territoire français. Cancun, 1327 habitants, se trouve entre Marmande et Bergerac et s'apprête à accueillir entre 5 et 10 000 personnes, ce qui crée beaucoup de travail de logistique à la mairie et à l'office du tourisme. Les marchés financiers, la bourse de Paris est en légère hausse à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 gagne 0,6% à 3413 points. À New York, le Dow Jones est ainsi en hausse, plus 0,7%, plus 1,3% même pour le Nasdaq. Du côté des changes, l'euro vaut 1,1098, l'euro qui profite toujours des chiffres du chômage décevants publiés vendredi soir aux États-Unis. ST Micro gagne 3,45%, Veolia 3,1% et le Crédit Agricole 2,2%. À la baisse, Accor moins 2,1% après la publication d'une étude négative de la part du Crédit Suisse. Et l'Air Liquide enfin gagne 0,9% après la publication de bons résultats semestriels. Les courses cet après-midi à Feur. Dans la première, là c'était non partant. Premier le 6, 2,51,40. Deuxième le 14, 1,50. Troisième le 5, 9 €. Dans la deuxième, tous courus. Premier le 12, 3,70 et 1,70. Deuxième le 14, 2,10 et troisième le 17, 1,50. 17h03 sur Europe. Un très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. La rentrée, c'est formidable la rentrée. Et bien sûr, avec le PMU. Parce qu'avec le PMU, c'est surtout d'une très grosse rentrée d'argent dont on parle. 3 millions, un 3 suivi de 6 0. 3 millions d'euros. Mardi 9 septembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 3 millions d'euros au Quintet Plus. De quoi vraiment réaliser tous ses rêves. Alors rendez-vous toute la journée dans votre point PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU, PMU, PMU. La technologie ne doit pas être réservée à une élite, elle doit être accessible à tous. Jusqu'au 30 septembre, les Ford Diesel TDCi Command Rail 2e génération bénéficient d'une baisse exceptionnelle de la TVA de 19,6 à 5,5%, soit 2 500 € de remise sur la Ford Focus TDCi 115 Clipper X-Trend avec barre de toit et lecteur CD. Les technologies évoluent, l'engagement Ford demeure. Offre non cumulable sur le prix recommandé au 1er mars 2003 des Focus TDCi produites avant le 18 août 2003, réservé aux particuliers dans le réseau participant. On va se gêner, la deuxième heure, toujours en direct avec Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. Et les auditeurs profitent du direct pour nous envoyer quelques emails en réaction à nos propos. Par exemple, David nous dit « Monsieur Bénichou, comme vous êtes chou, et vos poussées de voix nous laissent tous sans voix, tout comme vos coups de gueule qui ne sont que clin d'œil contre tous vos contre tous vos détracteurs dont je ne suis pas. Parole d'honneur. » Post-scriptum, ma sœur étant une très grande adepte du string, je vous en envoie dès que possible. En revanche, la radio menait à tout, mais... En revanche, il y a Cécile qui vous aime pas du tout. Alors, elle dit, est-ce que quelqu'un peut demander à Bénichou de la mettre un peu en veilleuse? Ses points de vue étant aussi passionnants que les pages de son magazine, je lui demanderais de ne les utiliser qu'en suppositoire. Tiens, alors ça. Oh, dis donc. Ça m'ennuie de ne pas être aimé par une femme aussi distinguée. Attends, elle bosse à l'Express ou au Point? Ah, Vincent, ça c'est important, ça c'est plus intéressant parce que il nous apporte une précision qu'on n'avait pas tout à l'heure à propos du Subutex. J'ai donné ce médicament dans la liste de ceux les plus prescrits en France et on a dit, enfin un auditeur nous avait indiqué que c'était pour les toxicomanes qu'on délivrait en substitution. Médicament en substitution, exactement. Et il dit, cet auditeur, le Subutex est retiré de la liste parce qu'en principe, il se prend par voie orale, alors que les toxicomanes se l'injectent parfois en intraveineuse, usage détourné, ce qui peut engendrer des réactions locales, comme des taches sur la peau, voire des dépressions respiratoires sévères. Il devrait y avoir bientôt un nouveau médicament pour les toxicomanes qui ne produit pas d'effets secondaires aussi néfastes. Et Vincent, notre auditeur, conclut en disant, pour une fois que je peux apprendre quelque chose sur la drogue à des gens du showbiz, je suis bien content. Ça, c'est plutôt marrant. Non, voilà. Non. Tous les gens du showbiz savent qu'on peut se shooter avec du Subutex, comme avec beaucoup d'autres trucs. Ah oui? Et oui. Le drame de tous ces trucs de substitution, c'est que quand on les prend par voie orale, c'est vrai, mais quand on les pile,
on les met dans une petite cuillère et qu'on fait en fait tous ces trucs qu'ils font, quoi. Mais tu savais pas ça fort. tout à l'heure. Pardon? Tu ne savais pas ça tout à l'heure. Oui, mais je voulais pas le dire pour ne pas créer de vocation. Restons dans le domaine des drogues et de l'empoisonnement avec ce papa de jeunes tennisman et de jeunes tenniswoman. Ah oui, qui a mis du Temesta dans le... Voilà, présumé coupable d'avoir empoisonné les adversaires de ses enfants. On en est à peu près sûr, et il a même d'ailleurs avoué en ce qui concerne son fils. Pour sa fille, on en est moins certain, parce qu'évidemment aujourd'hui, sa fille qui je crois est numéro 1 dans sa catégorie et dans son âge en France, on dit même que c'est un des grands espoirs du tennis français, voire même du tennis international, et j'ai entendu ce matin sur Europe. Alors là évidemment, l'avocat de la famille, l'avocat du monsieur, du papa en question, dit oui mais alors pour la fille, non, c'est vraiment une bonne joueuse, c'est forcément depuis qu'on sait qu'il a empoisonné les adversaires de son fils, toutes les anciennes adversaires de sa fille disent ah bah oui, elle a gagné contre moi parce que j'étais drogué. C'est sûr que ça met un doute terrible. Évidemment. Mais les doutes vont... Que la question se pose seulement, c'est comme la femme de César, quoi. Qu'il ne doit même pas pouvoir être soupçonné. Un père de champion ne peut pas être soupçonné de ça. Mais pour moi, c'est un fait de société absolument inouï. C'est inouï l'importance de cette affaire. C'est un petit fait divers. Il y a quand même un mec qui est mort. Bon. Ouais. Mais c'est un fait de société inouï parce que cette folie de réussite par le sport, de fortune par le sport, de professionnalisme, qu'un type qui est un brave mec, qui pense à ses gosses, qui les fait jouer au tennis, il n'y a rien de mieux que les mecs qu'on voit dans les clubs qui disent vas-y Polo, joue bien, tout ça, vraiment, mort-le-bilan, il y a des conneries comme ça. Non, il devient un assassin. Et un assassin, un empoisonneur, comme au temps de... Un assassin sans intention de la donner, quand même, pas un assassin pur et dur. Non, mais je trouve qu'effectivement, c'est très révélateur. Et c'est révélateur de toute cette génération de parents qui, visiblement, frustrés, pas uniquement avec le sport, mais la chanson, tout, où on sent qu'il y a des milliers de gens qui vivent à travers... J'avais pas pensé à ça. Vous pensez, par exemple, que les parents de Nolwenn auraient mis du Temesta sûrement dans l'eau d'Emma? Oh, mais certainement. Dans l'eau de Nico. J'ai vu les parents de Jordi en parlant de ça. Il y avait un reportage, Jordi à 14 ans. Dans 7 à 8 la semaine dernière, qui était assez intéressant. Il allait voir ses copains qui avaient un groupe punk dans la région de Tours, et sa mère disait je regrette presque d'avoir été aussi honnête entre guillemets, c'est-à-dire de l'avoir retiré du marché, parce que maintenant quand on voit les merdes qu'il y a du marché. Oui, ça c'est une jolie phrase de mère. J'ai c'est joli. Comme on retire les pommes de métal, bien sûr. Elle dit quand je vois les merdes qu'il y a dans la télé-réalité, Jordi c'était vraiment pur droit. Puisqu'on parle tennis, j'aimerais qu'on en profite pour une fois pour saluer d'abord 2 blondes. Et ensuite 2 Belges qui ne sont jamais que les 2 premières joueuses de tennis du monde. Quand les sœurs Williams ne sont pas là. Les sœurs Williams, mais attends, elle l'a battue. Elle l'a battue. Non, mais attends, les sœurs Williams sont en train de elles ont été battues. Elles sont en train de se shooter. Elles ont été battues. Elles sont très très bonnes. Les sœurs Moulfrit? Les sœurs Moulfrit sont très bonnes. Enfin, ce sont des joueuses de tennis impénitentes. Bon, elles sont formidables. C'est quand même extraordinaire qu'un pays petit, relativement petit, je ne dis pas tout petit, mais relativement petit, arrive à produire en une génération. C'est très curieux, comme les... Ah mais moi j'ai toujours vu d'excellents joueurs de tennis belges. Moi je me souviens d'une époque où vous êtes trop jeune, ma chère Christine, mais il y avait une époque où l'équipe de Belgique, de Coupe Davis, battait... Qu'on jouait avec des écrous, n'est-ce pas? En France, qui était pourtant de très bons joueurs, qui s'appelait Vacher-Brichand. Philippe Vacher était un de mes amis, il est décédé il n'y a pas longtemps. Quant à Brichand, il vit encore, et c'était 2 formidables joueurs de tennis. Ils arrivaient à me prendre 2-3 jeux par 7. C'était formidable. Voilà. Mais je jouais au tennis à cette époque. Et donc je les connaissais bien. La Belgique a toujours été une pépinière de tennismen. Mais on dit, pour en revenir à ses pères et ses parents qui deviennent dingues, que même le père Williams, il paraît depuis qu'elles sont petites, les 2 sœurs sont élevées au grain. Non, mais il paraît surtout qu'elles sont élevées aux OGM quand même. Il paraît qu'il n'y a pas que de l'eau minérale. On voit Monsieur Williams avec sa petite poire toujours avant le match. Gonfler le biceps. Non, la poire Williams, oui, mais bien sûr. mais comme je suis obligé d'expliquer, pour les non-buveurs. Bon, mais il y a aussi cette chose inouïe, c'est qu'on n'avait pas de mots assez durs pour parler de ces mères dont on disait que c'était des mères maquerelles et des mères putains, quoi, qui envoyaient leurs filles connaître des ducs et des barons, des trucs comme ça, et qui venaient, et qui en faisaient des courtisanes. Oui. Et c'était beaucoup moins grave, quand même, de se faire taper dans la lune, que enfin, comme vous diriez, que de prendre des piqûres de trucs qui tuent, et de tuer les rivales.
Oui, Ou les les rivaux, les rivales, non, les rivales, on peut Les dire, rivales, bien puisqu'il sûr. s'agit de femmes. Les rivales pour les femmes, les rivaux pour... Non, mais c'est une chose Ça sent bien. incroyable. Il s'en sort. Pierre Bénichou qui retombe toujours sur ses pattes. Vous êtes Je formidable. ne retombe pas sur mes pattes, je retombe seulement sur la logique. Bon, moi, je voudrais qu'on salue aussi le Français qui a remporté l'US Open. Il y en a un chez les juniors. Joe Wilfried Tsonga, il a 18 ans et il a remporté l'US Open junior en battant le Chypriote Bagdati 7-6, 7-3. Et il succède à Richard Gasquet, un Français qui lui-même, l'année dernière, avait remporté l'US Open. Voilà. Et c'est encore un Français qui l'a gagné. Qu'est-ce qu'ils ont pris les Chypriotes ce week-end, dis donc? Ah oui, en football, en tennis. En football, en tennis, voilà un pays tout petit et qui se fait battre. Ça fait Ils sont pris, plaisir, oui, quand 5-0. même. C'est presque un score de tennis, oui. Comme quoi, hein, les pommes Chypre sont moins bonnes que les frites. C'est nul. Oui. Oui. C'est nul. Bah oui, c'est nul. Bon. Non, mais... moi, Non, je trouve mais que dans le quand on est mouvement- réfléchi, dans c'est le bien mouvement. passé, c'est bien Oui, passé. oui, Ça au va, théâtre, c'est- on dit c'est dans le mouvement. Voilà, dans le mouvement. Et les Bleus, alors, de l'équipe de France de foot, donc contre Chypre, ont gagné 5-0, vous venez de le dire. Mais c'est Pierre. grave, c'est parce qu'il n'y avait pas Zidane. Ah oui? Mais il nous porte le noir, celui-là. Il y en a marre de Zidane. On va lancer maintenant, après avoir été les fans de Zidane. Mais c'est Zidane qui est nul. Il sait pas jouer au ballon, ce mec-là. Non, Pires a très bien joué à sa place. Pires, alors, je vais vous dire. Moi, je vais vous Un dire. joueur européen. Pires est très aigué. Pour moi, c'est le top du top. Ah oui? Il n'y a pas de troisième. Ah oui. Voilà, je vais te dire un peu. Qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Petit qui a décidé de plus jouer en équipe de France? Eh ben, j'ai Vous avez dit, vu j'ai dit, salut Emmanuel, j'ai dit. Je ne fais pas de commentaires, je dis au revoir Emmanuel. Je dis ça pour Charlotte qui n'a pas suivi, c'était la grande nouvelle de... Voilà, il a fait sa chochotte, il a dit, puisque c'est ça, puisqu'on ne me fait pas jouer, je ne jouerai plus jamais en équipe de France. Voilà. Il dit au revoir à Monsieur Santini. Il dit, Monsieur Santini n'est pas l'homme le meilleur pour diriger une équipe de France. Et le plus franc. Alors, ni le plus franc. Alors, Santini lui a répondu, vous avez 2 heures? Si vous avez 2 heures, je vous fais la réponse de Santini. Eh bien, c'est-à-dire que je pense que la réaction de Petit n'était pas le fait d'un grand esprit. Ah, c'est comme ça qu'il parle. Ah, il est pas très bon, Santini. Moi, je l'ai poussé. C'est moi J'ai qui fait pour c'est quelque du chinois chose, pour moi le Santini, foot. pas très bon, Santini. Mais Zidane, alors là, quand il est pas là, on gagne 5-0. Tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ouais. Oui, Zinedine, si tu nous écoutes. C'était pour rien. Voilà. Allez, un peu de musique, ça nous fera du bien. Vous êtes d'accord, Charlotte? Qu'est-ce que j'ai à vous proposer en magasin? Tiens, Franck Michael, est-ce que vous connaissez? Ah non, on ne connaît pas ça, Franck Michael. Ah ben voilà, vous n'êtes pas assez âgé pour connaître Franck Michael. Parce que c'est l'idole des Je personnes vais le prendre âgées. comme un compliment. alors. Il est formidable. Franck Michael est formidable comme tous les chanteurs. Et de chaque fois qu'on m'annonce un chanteur, je dis il est formidable du moment que c'est pas Obispo. Franck Michael, il vend des milliers, voire des millions de disques à travers la Belgique et la France. Il remplit l'Olympia des jours et des jours et des jours. Sauf qu'effectivement, il a des dames aux cheveux blancs, comme on dit, qui viennent remplir ces salles. Et d'ailleurs, lui, il le dit, hein, lui-même, il n'en a pas honte. Il dit d'ailleurs, c'est pour ça que je reprends. C'est son album qui vient de sortir, les chansons d'Elvis Presley, parce que Elvis Presley aussi, à la fin, c'était des vieilles dames qui venaient l'applaudir quand à Las Vegas. Voilà, quand Il chante en anglais ou il chante alors en non, français? il a fait un truc incroyable, Franck Michael, qui je crois est belge au départ. Avec un nom pareil, sûrement. Ouais. Mais cela dit, Johnny Hallyday que j'ai été voir, c'était essentiellement quand même aussi Des vieilles dames. Un Belge. Mais parce que Oui, t'étais oui, avec Bernadette Belge. Chirac, mais dans le C'était quand public. même, les plus jeunes avaient 50 balais, hein. Bah, alors, pareil, alors mais Franck Michael, 50 balais, c'est jeune là, pour le public. Franck Michael, c'est d'ailleurs, là, il chante Presley pour être sûr qu'il a encore son public après l'été. C'est un test. C'est un test là qui fait. Ouais. Non mais alors, il a eu la bonne idée de faire traduire les plus grands succès d'Elvis Presley. Certains avaient déjà été traduits, autant vous le dire, hein, mais là c'est un album entier de tubes d'Elvis Presley en français. Voilà. Aime-moi, aime-moi. Bah, alors écoutez, tendrement. dans Le Parisien, le président du fan club Elvis My Happiness, Jean-Marie Pouzinc, 83 ans. non, qui a 4500 adhérents, dit c'est très bien ce qu'il a fait, Franck Michael. Il faut savoir que d'abord il respecte l'artiste, il chante pas aussi bien qu'Elvis, mais quand même l'album vaut le coup. Moi je vous propose qu'on écoute. Alors, une qui soit vraiment ça. emblématique et qui fait Love Me Tender, oui, effectivement. Love Me Tender? Non, attendre. Non, Love-moi tendre, Love-moi. ouais. non, j'ai Non. Thank You Elvis. Ah oui, mais on la connaît pas. Alors, Oui. si, Quel nom? ça donne Ne t'en va pas.
Oui, mais c'est pas une qu'on connaît. C'est pas de Jailhouse Rock. On voudrait pouvoir comparer. Dis-nous quelques titres. Je vais vous passer les deux. Je vais vous passer Ne t'en va pas, chanté par Franck Michael. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que Charlotte veut pas. Et Charlotte, quand même, elle est pas programmatrice. Elvis Presley. Mais moi aussi. Alors, attendez, T'as qu'à venir à la maison ce soir, il est là. Ne t'en va pas. On passe alors, si vous voulez, on passe d'abord un extrait d'Elvis. C'est mieux comme ça, dans ce sens-là, si vous préférez. On écoute un extrait d'Elvis qui chante Don't Leave Me Now. Ça, c'est Elvis Presley. Tenez, allons-y, pour Elvis Presley. Ne t'en va pas. Quel mot puis-je dire pour t'empêcher de pleurer et me faire pardonner? Don't leave me now. Ne laisse pas les gens nous détruire. J'ai tellement à te donner, il ne faut pas t'en aller. Le temps qui passe saura bien tout arranger et tout changer, car tout s'efface quand on veut encore s'aimer comme l'on s'est aimé. Bon, c'est pas Elvis Presley, vous avez compris. Hein, oui. Ah bon? Non, mais c'est pas mal, c'est pas un massacre. C'était pas moi qui suis une grande fan, Non, je trouve que- on imagine quand même mal que c'est la copie d'un type qui a fait des émeutes en remuant le bassin. Quand même. qui fait C'est- des c'est- émeutes de petites vieilles, donc c'est ça marche. Non, qui crache dans le bassin. C'est quand même sous Bromure, quand même. C'est pas mal chanté. Moi, je trouve que c'est pas mal. Vous voulez, alors, attendez, qu'est-ce que vous connaissez? Love Me Tender? Love Me Tender. Alors, attendez, c'est la 16. Je le dis pour notre réalisateur Jean-Luc, mais nous la 16. Love Me Tender, version Franck Michael. Non sbagliare come me, se tu ami lei. Non sbagliare come me, o la perderai. Una donna come lei non dimenticar dolcemente come mai tu la devi amare. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me. Et voilà, et on a fait un subtil enchaînement, c'est le vrai qui chante. C'était maintenant. magnifique, hein, l'enchaînement était Mais magnifique. cela dit, le gars est quand même futé parce qu'il chante en italien. Oui, tout passe il en évite italien. le piège de aime-moi tendrement, parce que Non, mais la transition n'était pas ridicule, n'était pas en sa défaveur. Franchement, moi je vais y aller au concert. J'ai pas. Eh bien, il est à l'Olympia. Écoutez bien, la preuve qu'il cartonne. Il est à l'Olympia du 17 octobre au 2 novembre. Je vais vous dire que des chanteurs qui font l'Olympia pendant 15 jours, ils sont pas légion. Mais en soirée ou de 16 à 17 heures? Non, il remplit, croyez-moi, Franck Michael. Mais il y a plein de chanteurs comme ça qui remplissent. Moi, je dirais que la vraie vedette, par exemple, du côté des Alpilles, là où je vais en vacances, la vraie grande vedette, c'est Michel Thor. Michel Thor, Eh oui, Michel Thor. C'est une Et grande régulièrement, vedette, Michel Thor, il y a mais un elle petit vieux. mérite. Et il y a un petit vieux dans mon village qui il perd un peu la boule et chaque fois il me croise, il me dit oh Michel Thor. Et je lui dis Il perd pas tant la boule que ça. Et moi, je- C'est l'effet que ça m'a fait en arrivant. Et alors, à chaque fois, je suis même un peu vexée parce que je lui dis non, c'est pas Michel Thor, c'est Charlotte, vous savez. Charlotte Thor. Oh, ah bon, il dit. Non, il continue. Et du coup, il me calcule pas. Michel Thor, c'est une grande vedette, c'est une très bonne chanteuse, Michel sûr, Thor. c'est une excellente C'est chanteuse. autre chose que Obispo, par exemple. Mais je croyais que c'était de l'herbe, ta bête moi. Ah non, Obispo, c'est pire. Ah oui.
La Cocotte Minute a fêté ses 50 ans, aucun rapport, ce week-end. C'est Seb, évidemment, qui a lancé... Là, c'est pour Pierre Bénichou. La Cocotte Minute. La transition... La cocotte Seb, célèbre, vous le savez, donc, qui fête un bel anniversaire. Rendez compte un peu, un demi-siècle, hein, c'est pas rien, ça se fête. D'autant que j'ai au téléphone quelqu'un qui a inventé avec monsieur Raymond Loué la fameuse cocotte minute, monsieur Camille Philippe. Bonjour. Bonjour. Vous avez débuté comme ouvrier spécialisé. Exactement, comme ajusteur. Comme ajusteur. Et avec Raymond Loué et Jean Lescure, le descendant de l'usine Seb, c'est bien ça? De la famille, oui, Lescure, c'est ça, les patrons de la Seb, oui. Vous avez essayé une première cocotte minute qui avait sauté la première fois, je crois. Nous avons essayé des cocottes concurrentes qui ont sauté, oui. Et parce qu'il n'y avait pas la petite soupape. Oui, entre autres, oui. Bon. Ce qui nous a un peu effrayés et incité à créer un modèle plus sûr. Mais la première cocotte minute avait été, je crois, je vous parle comme ça sur mes souvenirs uniquement, je ne sais pas si dans les articles qui vous ont été consacrés, mais au concours Lépine, et je crois qu'elle avait été plus ou moins refusée, non? Non, ce n'est pas au concours Lépine. C'était au Salon des Arts Ménagers. Au Salon des Arts Ménagers, oui. 54. Le service commercial avait eu du mal à obtenir le droit de la présenter au salon. Interdit la cocotte. Il faut dire que si ça explosait, que ça faisait des morts, ça se comprend en même temps. Effectivement, avant que la cocotte Seb soit bien connue, les ménagères avaient un peu peur de cet appareil. Alors vous avez reçu ce week-end la médaille d'or de la ville de Selonget, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En Côte d'Or. Oui. Et il faut dire que Seb, qu'est-ce que ça veut dire, Seb? Société d'emboutissage de Bourgogne. Voilà. Car nous sommes en Bourgogne. Société d'emboutissage de Bourgogne. Voilà ce que veut dire la marque. Vous aviez Seb. Et on vous a donné, à vous, Camille Philippe, 74 ans, je peux dire votre âge, oui. et à monsieur Loué, cette médaille, c'est une médaille qui arrive un peu bien tard en même temps. Hein, on peut oui, dire... mais mieux vaut tard que jamais. Voilà. Et quand même, François dit qu'il y a quand même un peu d'amertume dans votre voix et dans les sentiments que vous aviez ce week-end. Vous dites, j'estime que je n'ai pas perçu la part équitable de ce que j'ai inventé. Vous n'avez rien eu? Du fruit de notre travail. Alors, nous ne voulons pas nous étendre sur ce sujet à la radio, quand même. Mais oui, on peut dire que la part équitable ne nous est pas revenue. Alors, vous regrettez de ne pas avoir donné votre invention à Moulinex, par exemple? Peut-être qu'il aurait été plus gentil que Seb, alors. Oui, disons, peut-être. Non, mais là, il est trop tard, parce que Moulinex a été racheté par Seb, comme vous savez. Non, mais voyez-vous, au départ, il s'agit d'une affaire de sentiment, parce que notre directeur technique, qui était monsieur Jean Lescure, était un homme charmant, un homme de confiance, un homme d'honneur, et c'était un plaisir de travailler avec lui. Et en 50 ans, je rappelle que la cocotte minute a été vendue à 55 millions d'exemplaires dans le monde. Oui. 55 millions de cocottes minutes vendues. C'est ce qu'on nous dit, oui. Et vous, évidemment, vous n'avez rien touché sur ces 55 millions-là? Non, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Si, racontez comment on peut gruger quelqu'un qui fait une invention qui est vendue à 55 millions d'exemplaires. Non, c'est pas gruger. C'est une affaire qui se fait tout à fait légalement, c'est-à-dire que l'inventeur, légalement, n'a pas une part... Oui, vous avez touché votre salaire, mais pas de pourcentage sur les ventes des cocottes minutes, c'est ça? Oui, c'est cela. Voilà. Un petit peu comme Kalachnikov. Oui, un peu comme le gars du post-it. Et vous avez créé ensuite, avec vos amis de l'époque, le bureau d'études qui a inventé la cafetière et la friteuse sans odeur. C'est vrai? Oui, parce que, ayant fait nos preuves avec cette cocotte, nous sommes devenus les créateurs et directeurs du bureau d'études. Ben voilà, la friteuse sans odeur, ça c'était une belle invention aussi quand même. Oui. Bah, vous la méritez, votre médaille, même si vous n'avez pas beaucoup touché tout le long de votre vie sur les 55 millions de cocottes minutes vendues. La presse vous a rendu hommage ce week-end. Et nous, on vous applaudit, monsieur Camille Philippe. Merci. Laurent, vous qui vous y connaissez bien en cuisine, 55 millions, vous croyez que c'est un nombre suffisant pour que je puisse en acheter une, parce que je voudrais pas essuyer les plâtres, moi. Vous avez une cocotte minute chez vous, bien Charlotte? sûr. Ouais. Bien sûr.
J'ai beaucoup cuisiné avec la cocotte minute. Mais je trouve que c'est pas juste. Moi aussi, ça me fait un peu de peine. Moi, ça me fait de la peine parce que je trouve qu'il y a des mecs qui sont des inventeurs de génie. Comme ces gens, le type qui a inventé, par exemple, le post-it aussi, qui fait ça pour une société qui s'appelle 3M, eh ben, il n'a rien sur les ventes. Et je trouve que nous, on a les droits d'auteur, et d'une certaine manière, je trouve que ce type-là de talent, ça devrait être récompensé, que c'est pas juste. Voilà. Ouais. J'ai compté, 55 millions de cocottes minutes. Admettons qu'ils touchent au plus bas 100 francs. Ça fait 5 milliards et demi de francs. Mais même un franc, ça suffit. Je pense que pour 5 milliards et demi, on pourrait lui filer quelque chose à ce petit monsieur de 74 ans. Un franc, il aurait pu toucher 1 franc par cocotte minute. 1 franc par cocotte minute, ça lui faisait 5 millions de francs. Ouais, ça me fait 55 millions. 55 millions. Quand j'étais jeune, il y avait un type qui était une vedette comme ça, qui est d'ailleurs un résistant très connu, qui s'appelait l'ingénieur Grégoire, il s'appelait. C'est lui qui avait inventé pour Citroën la traction avant. Oui. C'est-à-dire que l'ingénieur Grégoire était une sommité dans le monde automobile. C'est un petit mec qui vivait dans un truc droit comme un nid, 84 ans, tu vois, le genre culotte de peau et tout. Bon, il habitait rue du Radnac dans un petit logement, et il disait tout le temps, je n'ai rien à dire, André était très bien avec moi, André Citroën, il voulait dire, bon, c'est le vieux Citroën, et les autres, la famille a été comme ça, oui, j'ai touché mon salaire, et il n'a rien touché sur la traction avant qui a révolutionné l'industrie automobile. Eh ben, c'est des gens comme ça. Alors, est-ce qu'un inventeur, si vous payez un salaire mensuel à un inventeur et vous êtes dans un laboratoire et qui vous invente le sérum contre le vaccin contre le cancer ou contre le sida, le laboratoire le payera son salaire qui est assez important et gagnera des milliards et lui pas. Eh ben oui, c'est pas juste. Non, parce que dans les matières scientifiques, c'est pas pareil. Eh ben oui, dans les matières scientifiques, c'est autre chose, mais c'est pas juste que certains se fassent de gros profits sur l'intelligence. Oui, mais c'est souvent un travail collectif. Et d'ailleurs, on voit bien, enfin, en tout cas, d'après les articles, ils sont déjà plusieurs. Oui, mais enfin, ils pouvaient prendre 50. Et aujourd'hui, c'est vrai, dans toutes les industries où il faut énormément de talents différents pour aboutir à quelque chose, c'est vrai des voitures, c'est vrai, il y a des modèles qui marchent, des modèles qui marchent pas. Peut-être qu'avant la cocotte minute, il avait inventé un couteau pliant qui marchait pas. Ça, c'est formidable, comment la logique de quelqu'un qui défend, comme Christine, la justice sociale, très bien, et elle pense qu'il faut pas qu'il y ait privilégié, arrive à faire le jeu du super capitalisme. C'est pas ça. C'est vrai. L'entreprise fonctionne ainsi. Oui, mais... Non, mais à 55 millions de ventes, on peut considérer j'espère qu'en partant, ce monsieur a eu autre chose que la montre. Oui, des joints neufs. Regardez-nous les droits d'auteur, ça fonctionne pas comme ça. Les gens qui écrivent des bouquins, surtout sur chaque bouquin vendu, ils ont quelque chose. Ils se sont mis à 5 pour l'écrire, les 5 ont quelque chose. Vous êtes déjà fait siffler par une cocotte minute, Christine? Ah oui, quand je la programme correctement, elle siffle. Elle ne siffle plus aujourd'hui, la cocotte minute. C'était à la... Si, elle fait bien sûr. Ah bah oui. Comme ça, alors. Ou alors il y a des cocottes minutes dans certains bars qui vont... Ouais. Et c'est là que tu lui dis, cocotte, une minute. Conforama n'est plus le pays où la vie est moins chère. Je vous le dis, c'est fini pour ce slogan. Quand même, on a tous connu ce slogan. Conforama, le pays où la vie est moins chère. Bah, fini. Et un nouveau slogan. Maintenant, les 231 magasins de l'enseigne du groupe Pinot Printemps La Redoute. L'intérêt qu'il soit bien, le slogan, parce que ça, c'était bien, hein, le pays où la vie est moins chère. Là, maintenant, ce sera le bien-être, ça n'attend pas. Oh. Et c'est toujours pour Conforama? Oui. Bah oui, les créanciers de Tati non plus, ils n'attendent pas, je crois. c'est terrible, la distribution, hein, quand même. Bon, bah voilà. Et But, ça existe toujours, But. Oui. Choisissez bien. Choisissez But. Ah, ça, c'était bien. Ah, c'était bien, ça. Ouais. Chez Confo, ah non, ça, c'est chez Casto. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Outils, matériaux. Non, mais il y avait un truc qui m'avait fasciné, c'est que juste à l'époque, c'est dire si ce slogan dure depuis longtemps. Caillot. Le 3 étoiles du luminaire. Luminaire, répondit l'écho. Caillot, le 3 étoiles du luminaire. Non, mais il y avait un truc formidable, c'est qu'au moment où on a découvert l'horrible fléau qui était le sida, et qu'on parlait de séropositivité, et qu'on disait, quand on est séropositif, positif, à ce moment-là, une campagne sortait de Carrefour qui était avec Carrefour, le positif. Et je me suis dit, moi qui m'y connais bien, je me suis dit, ce slogan va faire un plouf, ils vont immédiatement le changer, parce que positiver, c'est vraiment séropositif, ils vont faire attention. Eh bien, ils ne m'ont pas écouté. Ils ont fait des milliards avec ça. Et est-ce que je n'aurais pas touché quelqu'un? J'ai rien touché. Le pays où la vie est moins chère. Alors, je suis sûr qu'ils y reviendront parce que non. C'est un beau slogan, le pays où la vie est moins chère. Est-ce que c'était chez Machin, on y revient? C'était quoi? C'est chez Félix Potin. Félix Potin, on y revient. Ça a coulé. Ça a coulé aussi. Oh, dites, on évoquait la semaine dernière justement nos souvenirs d'enfance des grands magasins, de Family
Sanitaire, les COP, La belle jardinière. la belle jardinière, La mère- COP, ça existe La aussi. Samaritaine de luxe. la mère Égée. Et moi, d'un seul coup, je me suis rappelé que quand j'étais petit, est-ce que ça existe encore et si ça existe, j'aimerais tellement en manger. De la maïzena. Bien Bien sûr que ça existe. Ah oui. On va te faire de la maïzena. Attends. En bouillie. Voilà j'en ce qu'on va lui voudrais. faire. Non, non. En Mais de la bouillie. maïzena, mais Il on y en a s'en partout de la maïzena. Bien sûr, ça Ah monte non, mais on partout. voit contre la cocotte minute Oh là qui là. siffle Mais et on voit maïzena, que- ça fait très Non, mais longtemps. attends. J'en veux. Ah non, mais la gauche caviar qui va qu'à l'hôtel Coste, non, ça existe. Mais tu ne cuisines pas, mon Mais non, mais ça se vend Non, comment mais il faut la dire maïzena aux frères Coste de faire un plat au maïzena. Ça se vend comment la Mais maïzena la maïzena, C'est un c'est pot de 15 cm. C'était tellement c'est bon. 5. C'était C'est bon. un type qui ne sait pas pourquoi on dit la fête à neuneu. Ah, moi je le sais pas. Moi, je sais pas pourquoi Moi on non a fait plus, je sais Parce que c'était un œil. Ah oui? Quel rapport avec la maïzena? Non, parce que tu connais Comment rien. on l'a fait la maïzena? Moi, je veux savoir Mais ça. la farine, c'est de la, c'est pas de la, Alors, c'est de la attendez, fécule de maïs. Là, si vous me dites qu'on en vend toujours, je cours chez le magasin d'à côté en sortant. Mais la maïzena, c'est un épaississant quand on fait une sauce. Alors j'achète quoi? Mais une boîte de Une maïzena. boîte de maïzena. Tu vas chez le marchand et tu dis, je voudrais une boîte de Ça se maïzena. dilue dans du lait, non? Dans du lait ou dans de l'eau? Ou dans de l'eau. Alors je mets ma maïzena dans du lait. Et ça fera comme... Mais froid d'abord. Ça fera comme quand j'étais petit? Ça fera quand tu étais petit. Mais tu fais d'abord, tu fais chauffer du lait. Oui. Tu fais chauffer ton lait à part. Dans Ouais. un verre, tu mets ta maïzena Oui. avec de l'eau ou du lait froid. Et tu le dilues. Oh. Et ensuite, tu le jettes. Je vais dans pouvoir ton- en manger là ce soir. Ce soir. Mais Dans ta comment, cocotte comment minute. une bombe sexuelle comme ça peut être en même temps une gouvernante? C'est formidable. Ah, mais les- Parce que j'adore faire la cuisine. Non. Avec la maïzena, tu fais les sauces, tu lis les sauces avec la maïzena. Vous viendrez me faire de la maïzena à la maison? Mais non, elle est prise. Je pour viendrai la te lier maïzena. la sauce. Ah, et il y a des grumeaux parfois dans Ah la... mais non, si justement, si on... Là, je viens de vous donner un petit truc, vous n'avez pas écouté. Oui, mais s'il n'y a pas de grumeaux, ça ne révèle pas son enfance. Voilà, moi je veux de la maïzena avec des Eh grumeaux. oui, évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est. Mais quoi, c'est du sucré, la maïzena, Mais non? Ça, en c'est- principe, ça n'a pas de goût. Voilà, ça n'a pas de goût, c'est un lion. Ah, mais ça devait être pour ça que j'aimais alors. C'est comme un lion qui me retient. Oui, c'est comme un lion qui me retient, plein de grumeaux, Ça, qui me alors. rappelle mon enfance. Je suis tellement content de savoir que ça existe encore. Bon, on va pas faire 2 heures là-dessus non plus, non hein? Tu vas attendre, non. Parce que Vous avez raison, on se retrouve après la pub. PMU, PMU, PMU. La rentrée, c'est formidable la rentrée. Et bien sûr, avec le PMU. Parce qu'avec le PMU, c'est surtout d'une très grosse rentrée d'argent dont on parle. 3 millions, un 3 suivi de 6 zéros. 3 millions d'euros. Mardi 9 septembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 3 millions d'euros au Quintet Plus. De quoi vraiment réaliser tous ses rêves. Alors rendez-vous toute la journée dans votre point PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU, PMU, PMU. Toyota. Je suis sûre que Philippe me trompe. Mais non, tu te fais des idées. Pourquoi tu dis ça? Écoute, il me raconte des histoires. Mais qu'est-ce qu'il te raconte? L'autre jour, il m'a dit qu'il était tombé en panne avec sa voiture et je l'ai attendu plus de 2 heures. Ça peut arriver, il a quoi comme voiture? Il a une Toyota Corolla. Ah, dans ce cas-là, appelle ton avocat. Toyota Corolla D4D. Technologie turbo-diesel à rampe commune à partir de 16 400 €. Toyota Corolla, une qualité qui ne trompe pas. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Ils n'ont plus rien à se maudire. Ils se performent. Découvrez L'amour est mort, une chanson inédite de Jacques Brel. La haine est devenue leur science. Les caries sont devenus leur rire. L'amour est mort. Jacques Brel, le 23 septembre, un événement Barclay. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Christine O'Crane, Philippe Vandel. Fais le direct, hein, je reçois des emails. Là. Bénichou est un monstre de mauvaise foi, m'écrit Guillaume. Mais qu'est-ce qu'il est drôle et surtout sympathique. Il aurait pu être dessiné par Philippe Gueluc, car il est comme le chat, il retombe toujours sur ses pattes. Et surtout, n'oubliez pas tout le reste de l'équipe. Débranchez quand même Pierre de temps en temps pour laisser les autres en placer une, ou alors appeler l'émission le Bénichou Show. On va y songer. C'est joli comme nom, chouchou. Qu'y a-t-il dans le thermos en face de Monsieur Bénichou, me demande Alex. Surtout que les autres n'en boivent pas. Mais comment il sait qu'il y a la méthadone. comment il sait qu'il y a- Parce qu'il nous Ah oui, mais alors voilà. Il nous regarde là dans le... Comment ça, là, à la télé? Il y a une webcam, Charlotte. On n'est pas à la regarde. télé, on est à la radio. Il y a une webcam Il y a une internet. webcam, enfin. Il y a Internet. Faut lui expliquer ce que c'est qu'Internet. Tu te Mais souviens du vous êtes Minitel? maintenant, ça fait Ce sont 6 deux mois mecs que qui vous me pédalent le dites que derrière. maintenant. Oui, parce qu'à 6 Mais mois. c'est dégueulasse ce que vous faites. Parce qu'à 6 mois, nous Tu vas n'étions te pas mettre en les doigts direct dans le nez, toujours. on va voir des... Tu te rends compte? On a des photos de vous terribles. Ouais.
C'est vrai, on est filmé. Le petit machin, là? Oui, là, le petit machin, là. Tu le savais, toi? Mais oui, depuis la semaine dernière. C'est pour ça que tu es toujours à cette place. Absolument, toujours de dos. Non, c'est pour ça que Laurent me met là, pour que surtout on ne me voit pas. Oh non, Christine, c'est pour que je vous vois, moi. Et tac. Jean-François Méclair. J'adore quand il fait le faillot. Un détail pour Monsieur Bénichou. Napoléon n'a pas écrit le code civil ou pénal, car il a été écrit pendant le Directoire. Napoléon a seulement eu le mérite de le faire voter lors de son investiture de premier consul. Et de le réviser quand même un peu, non? Il n'a pas révisé, c'était après. Voilà. Ah bon? Pourquoi est-ce que ça s'appelle le code Napoléon, Alors, non? Pourquoi ça s'appelle le code Parce que Napoléon? Il a fait voter. Oui, c'est comme la route Napoléon. C'est pas lui qui a conduit l'engin. Non, c'est pas. D'accord, mais enfin, c'est lui qui l'a c'est lui qui l'a décidé, qui a décidé le tracé, Voilà, qui a exactement. décidé. Bruno Vincent me demande, Pierre Bénichou. Non, il n'a pas décidé le tracé de la route Napoléon. Bah, C'est pourquoi ça s'appelle la route Mais oui, Napoléon. parce que c'est là qu'il est Parce que passé pour les pour 100 le jours, retour. quand il est revenu, il a débarqué à remonté. Toulon, et il est revenu de Toulon à Paris en 100 moi, je jours. crois que c'était lui qui avait En dit 100 vous jours. ferez une route là pour que je puisse passer. Mais non, pas du tout. Quand historien va ressortir vos bulletins scolaires. Non, Anne-Charlotte. Moi, de toute façon, c'est un secret pour personne que j'étais nul en classe. Non, mais Anne-Charlotte, la culture est un moyen de séduction, encore convient-il de ne pas en abuser pour le moment. Ah non, mais mon chéri, je le fais très Oui, elle spontanément. s'appelle Anne-Charlotte. Son vrai nom, C'est son vrai Anne-Charlotte. nom. Il vient de nous le dire. Dans sa famille, quand on dit Charlotte, on dit Charlotte. Mais qui est ça? Anne-Charlotte. Alors, Anne-Charlotte sera contente d'apprendre que Pierre Bénichou se dope sûrement pour être le Pavarotti de l'émission. Voilà ce que me dit Bruno Vincent. Pavarotti de l'émission. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, parce que c'est trop. Il en perd la voix, c'est tout dire. Je suis sûr qu'il va nous faire un disque. Quant à Rémi, il me dit juste un message pour notre Charlotte nationale. La prochaine fois qu'elle fasse attention, ne jamais dire les ennuis qu'on a lors d'un tournage, puisque avant la diffusion du feuilleton de l'été, elle avait raconté qu'elle s'était caillée pendant tout le tournage. Résultat, quand on a regardé le feuilleton cet été, on ne pouvait s'empêcher d'y penser, et du coup, le titre paraissait vraiment très idiot. C'est vrai que vous aviez très froid pendant le tournage de Canicule? Oui, mais quand on me demande s'il faisait chaud ou s'il faisait froid, je vais ça dire le contraire. Ça se voyait à l'image. Il y avait la chair de froid. poule ou autre détail Oui, éruptant. tu sais, il y avait le fameux, quand on parlait, il y avait de la buée, donc c'était vachement bizarre parce qu'il y avait, comme ils ont rajouté des grillons et des machins et des cigales, c'était très bizarre parce qu'il y avait des plans, on avait de la buée et que ça avait... Quand on pense à tous les vieux qui n'ont pas pu vous voir à cause de la chaleur. C'est ça les miracles de la télé quand même, hein, c'est chouette. Nicolas Dupont-Aignan tient à traquer les deux roues trop bruyants. Ça se passe à hier, c'est dans Je l'Essonne. pensais que c'était un message. Pardon? Non, je pensais que c'était un message pour Bénichou. Non, pas du tout. Nicolas Dupont-Aignan est député maire UMP de hier dans l'Essonne et il tient à appliquer la tolérance zéro pour les pots d'échappement non réglementaires. Il dit: nous avons déjà les avions dans notre région, c'est insupportable sans cesse d'être réveillé en plus la nuit par les cyclomoteurs. Voilà. Et il a fait acheter un sonomètre de manière à confisquer les deux roues trop bruyants. Hein, on calculera les décibels que dégage chaque vélomoteur grâce à ce sonomètre, et les deux roues seront confisquées, enfermées dans un bâtiment avec porte blindée et alarme, dans un endroit tenu secret. Voilà ce qu'a dit le député maire. Donc attention à tous les jeunes on trafique tous sa mob. Je suis assez d'accord, moi, avec cette mesure. Oh, vous avez trafiqué votre mob, vous aussi? Non, je n'avais pas. Non, je n'avais pas. Et je trouve que c'est un truc de comment je pourrais dire ça? Ces mobs qui font un bruit, exactement, qui font un bruit. Horrible. Et surtout qui se traînent. Si encore c'est une Formule 1, ça avance, ça fait du bruit, ça a Mais un surtout, sens. ce que je comprends Mais pas, là, c'est ça que a pas de toute façon, t'as encore plus l'air d'un con. C'est pour montrer Si t'as qu'on... une toute Mais petite bien sûr, mob, Parce que tu ça vois. n'avance pas. De toute façon, ça avance pas, on tu est fais un bruit ridicule. d'enfer, mais tu t'as l'air d'un moustique. Moi aussi, ça me fait de la peine. Je comprends pas pourquoi. Je suis d'accord avec Charlotte, moi, il me Tu vois, fait de il la vaut mieux se peine. le jouer profil bas et tout ça, genre... Ah oui, c'est comme les pépés en Harley. Ça me fait toujours de la peine. Vous avez jamais vu les pépés en Harley? Il y a deux modes avec les Harley. Il y a les bikers purs et durs, et puis il y a les types d'un certain âge qui arrivent à se payer une Harley parce que comme ça coûte cher, un petit peu comme les vieux beaux qui roulent en Porsche. Et ça me fait de la peine, ils sont là, ça fait un bruit énorme, et ça roule à 40 à l'heure, et ça me touche toujours un petit Ça peu. roule pas vite une Harley? Comment? Non, la frime de la Harley, c'est de rouler lentement. C'est Ah ce bon? qu'on appelle le cruising. Il faut surtout pas aller vite. C'est les Japonais qui vont vite à moto. J'ignorais ça. Il faut surtout pas aller vite. Si on roule vite en Harley, dans leur grammaire, on est un plouc. Bon, très bien. Bien sûr. Et vous, votre Porsche, elle fait du bruit, Pierre? Pierre n'a pas de Porsche. Non, j'ai pas de Porsche. Je n'ai jamais eu ce genre d'accessoires pour séduire. m'affirmer. Non, pas du tout. Séduire, c'est autre chose. Séduire, c'est le hasard.
Comment ça? Séduire, c'est un coup de chance. Il y a des moches qui séduisent, des beaux qui séduisent pas, des riches qui séduisent, des pauvres qui séduisent. Le contraire, tout est bon, c'est une question de moment. Je peux te dire un truc. Bon, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Mais enfin, non, mais c'est pas tout ça que je veux dire. Mais il y a pas de truc. Heureusement, c'est pour ça que c'est le sport le plus amusant du monde. Les relations entre hommes et femmes. C'est parce qu'on sait jamais. Tu te pomponnes, tu sors là, t'es là comme un sous-neuf, on te regarde pas. T'as oublié d'acheter le pain, tu descends, en guenille, pas rasé. Ouais. Tu vois une gonzesse qui te dit, mais vous me fascinez depuis si longtemps. Mais c'est extraordinaire. C'est un truc, les femmes le savent bien. J'essaye. Mais non. Le jour où tu seras pas rasé, tu vas tomber sur une qui aime les mecs nickel. Ah oui. Mais oui, c'est ça. Ça doit être ça, moi, alors plutôt. Ça doit être ça. Non, mais c'est un mystère absolu. C'est un mystère absolu. C'est un mystère. Enfin, ça nous éloigne de monsieur Dupont-Aignan. Bon, on va oublier monsieur. Non, ça nous éloigne pas du tout. C'est la même chose. Moi, je pense que ces gamins qui achètent des mobylettes, qui font du boucan, c'est pour s'affirmer. C'est pas pour aller vite. C'est juste pour s'affirmer. Ils sont ados. Juste le jour où ils sont là avec le bruit maximal. Et il tombe sur une fille qui n'aime que le silence. Voilà. On est en plein dans le sujet. C'est toujours. Écoute, c'est un casino. La séduction, c'est un casino où tu gagnes toujours dans la case que t'as pas joué. Ouais. Tu comprends ça? Et si t'as pas séduit. Mais tu me suis, petit gars, ou pas? Tu veux rester dans ma route, tu vas voir, tu vas emballer. Et si t'as pas séduit? Il n'y a pas de recette pour ça, c'est pas une cocotte minute. C'est une œuvre de longue haleine. C'est une vie entière. Ça. Moi, tu m'amènes quelqu'un qui me fait de la maïzena. Ouais. Bien sûr. Et je fonds. Et si tu fais en plus de la blédine. Mais c'est avec des grumeaux. Non, mais l'image du casino est vachement bien parce qu'en plus, si tu restes si ça marche pas, bah tu restes tout seul avec ton bon dimanchot, voilà. Ton bon dimanchot, t'as un petit viandox, quoi. T'as un petit viandox, tu manges un mendiant, tu prends un peu de vermifugelune, un peu de belle alsacienne, et après ça, t'as tous les produits dans ton rêve que depuis qu'on est petit. C'est formidable, et après des pâtes plus sucrues et tout ça. Bon, enfin, il y a un problème de chute, mais c'était bien. Ouais. Un bon foie de veau coquillette à ce temps-là, tu te rends compte? Jean-Pierre Chevènement, justement. En voilà un qui est bien. Voilà. Alors voilà. Le retour de Jean-Pierre Chevènement. Oui. Il est temps de passer à la revue de presse collective. Je vous ai confié à chacun un papier, un journal, pour voir un peu comment on parle du retour de Chevènement dans le Parisien, dans le JDD, dans le Figaro, dans Libération. Alors tiens, j'ai envie de commencer par vous, Charlotte de Turckheim. Comment on parle de Jean-Pierre Chevènement dans Libération? Alors écoutez, déjà moi c'est un sujet qui m'ennuie, Chevènement m'ennuie et la façon dont écrit Nicole Gauthier m'ennuie. Ah oui. Donc j'ai Elle va être contente. Que tout ça était pour moi assez ennuyeux, mais probablement parce que la vie, les détails de la vie politique française ne me passionnent pas. Mais quand même, on nous raconte qu'il revient. Donc voilà, on nous raconte qu'il revient, on nous raconte qu'il est allé à Pékin. Donc je pense que à la limite ce qui s'est passé à Pékin a dû être plus intéressant. Oui. Et puis surtout c'est sa photo. Moi c'est sa photo qui honnêtement celle de Libé, elle fout les jetons. Ah oui. C'est-à-dire que je sais pas s'ils ont voulu le démolir ou quoi. Oh, je pense. Ouais. Mais c'est le retour du mort-vivant. C'est le retour du mort-vivant. Elle est terrible cette photo, moi je trouve. Alors est-ce qu'il est mieux par exemple dans le Figaro, Christine O'Krent? Dans le Figaro, j'ai lu le papier 3 fois. Pour comprendre non pas du tout la prose de Elsa ma consoeur, non pas du tout, mais Jean-Pierre Chevènement, qu'il faut dire est une énigme pour tous ceux qui s'intéressent, à la différence de Charlotte, pour tous ceux qui s'intéressent à cela. Et alors le papier est dans ce sens très bien fait, c'est qu'on n'y comprend franchement rien, puisqu'il dit « Nous sommes là où nous sommes, bon, et là où je suis, donc jusque-là, on comprend à peu près, bien évidemment à gauche depuis toujours, ce que Lionel Jospin n'avait quand même pas tout à fait compris aux dernières élections présidentielles. Et alors, il se trouve quand même un adhérent, parce qu'il reste un adhérent au mouvement, ça s'appelle comment? Non, ça c'était avant. Maintenant, c'est le MRC. Mouvement, voilà. Mouvement républicain. Il y avait d'ailleurs à la télé un plan terrible où on voyait qu'évidemment la salle était malheureusement pour Chevènement un peu clairsemée. Donc, enfin bref, ce militant dit, il évolue, c'est plus lisible. Et alors, ce qui est très intéressant dans le papier, c'est qu'on comprend franchement pas. Donc, Chevènement veut être à gauche, mais il trouve que les autres ne le sont plus. Mais en même temps, il veut être la passerelle vers ceux qui sont encore à gauche.
Enfin, voilà. Je vous recommande le papier du Figaro. Il est, ça veut dire, il colle à la pensée. Il est assez ennuyeux comme celui de Libé. Hein. Est-ce que c'est plus clair dans le JDD, Philippe Vandel? Oui, mais alors ils doutent vraiment de rien quand même, parce qu'ils disent son chantier aujourd'hui, donc il revient, il était en Chine, il s'enthousiasme pour un pays de 1,3 milliard d'habitants, c'est-à-dire la Chine, et la personne du JDD qui est Pascal Amoric, sans aucune ironie, dit son chantier aujourd'hui, c'est la planète. Alors je rappelle quand même qu'on le voyait 3e homme, il a fait 6e avec 5% des voix quand même, donc il doute vraiment de rien. Il était en Chine, il a parlé aux Chinois, il leur a expliqué la vie, il leur a pas parlé du Tibet, il leur a parlé de rien du tout, il leur a dit il était pas très content de l'indemnisation chômage qui n'était que de 45 € en Chine, et donc il n'était pas content, il s'est pas occupé de ce qui se passait en France. Non, cela dit, on ricane, mais c'est vrai que c'est très difficile pour un homme politique de rester dans la course, et surtout quand il a eu les revers électoraux qu'il a eu, avec une position qui était compliquée, puisqu'il a encore parmi ses partisans quelques gens de droite, si j'ai bien compris, qui sont avec lui parce qu'ils sont contre l'Europe et pour la nation, mais en même temps ils sont pas tout à fait avec lui quand il dit qu'il est à gauche. Enfin, c'est compliqué. Ça a l'air d'être tellement nébuleux et tellement pas clair qu'on se demande pourquoi il veut revenir, ce gars-là. Pour continuer. Même dans sa tête, ça n'a pas l'air d'être très clair. Il dit quand même dans le Parisien libéré, il dit ce qui est vrai. Le Parisien n'est plus libéré depuis très longtemps. Hein, oui, mais on est à l'heure de la maïzena. Ah non, ça s'appelle le Parisien. Le Parisien, très bien, le Parisien. Alors dans le Parisien occupé, il dit... Il dit ce qui est vrai. Mon score a été petit, mais il y a eu quand même 1 350 000 personnes, c'est-à-dire plus que Madame Laguillet, plus que Monsieur. Non, c'est faux. Pas que Madame Laguillet, plus que U, plus que ma mère, plus que Madeleine, plus que Besancenot. C'était Chirac, Le Pen, Jospin, Bayrou, Laguillet. D'accord. Très bien. Ensuite, lui. Non, l'ennui, c'est qu'il a fait perdre le camp. Il a fait perdre son camp. Il s'est tiré une balle dans le pied à lui-même. Et cette balle dans le pied, si je peux continuer, je ne sais pas comment je retomberai sur mes pieds, justement là. Sur un pied, tu vas retomber sur un pied. Jusqu'à Lionel Jospin. Ouais. Et c'est lui qui a fait donner sa chance à Le Pen. Il a une responsabilité politique immense. Bon. Cela dit, c'est un homme estimable. Ce n'est pas un homme corrompu, c'est pas un salopard, c'est un homme qui va jusqu'au bout de ses idées, mais ses idées sont bien difficiles à connaître parce que justement, non, mais je le dis d'après ce que je lis. Ouais. Et je suis absolument de ton avis, je ne sais pas de dire quelque chose de nouveau. Je veux seulement dire, cela dit, il a un côté un peu bête. Parce que il est intelligent, oui. C'est vrai que son idée de la nation, son idée de la République, et les républicains sont mieux que les droits de l'homiste et tout ça, c'est intéressant, même si on n'est pas d'accord, c'est pas mal. Puis cette défense de la... Cela dit, il est un peu con quand il vient, qu'il veut faire le terroir, le machin. Et alors là, son voyage en Chine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que il y a 2 exercices de bêtises. C'était, il y a encore 20 ans, il y a encore 10 ans, c'était le voyage en Amérique. On revenait en disant, quel pays moderne, c'est incroyable. Les hôtels sont comme ça, les ascenseurs vont à telle vitesse, il y a des étages. Et on répétait les mêmes choses depuis 50 ans. Et on disait aussi, et en plus de ça, tout ce qui se passe là se passera dans 10 ans chez nous, vous pouvez être sûr. Alors maintenant, le nouvel exercice, c'est la Chine. Ce pays immense, une sorte de continent, n'est-ce pas? C'est 6 fois l'Europe et 25 fois la France. Et quand on revient de là-bas, on se dit qu'on est bien peu de choses. Tu veux dire qu'il y a des gens de Nouvel Observateur qui rentreraient de Chine? Alors, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça partout, dans tous les journaux, dans tous les trucs. C'est l'exercice. Je veux dire, quand on écrit sur la Chine, c'était en Chine avec ton ami François Giroud. Nous étions ensemble en 1981 là-bas, et on a écrit tous des banalités, qui sont des banalités maintenant. Mais elle disait, cette muraille de Chine, au fond, c'est extraordinaire, parce que c'était un peu grâce à ça, n'est-ce pas, que la Chine n'a jamais été envahie. Bon, c'était dans le guide bleu, mais c'est vrai qu'elle l'a écrit comme ça. Et c'était formidable. Ah tiens, j'ai un email de Marie qui me dit « Détrompez-vous au sujet de l'âge des fans de Franck Michael. J'ai accompagné mes parents à l'un de ses concerts à la Foire au Vin de Colmar et j'ai été surprise de voir parmi les mamies aux cheveux blancs énormément de trentenaires et de quarantenaires, hommes et femmes. L'ambiance était très chaude et j'ai vu plusieurs soutiens-gorge voler sur scène. » Ah oui, hein, quand même. Ça veut dire qu'il est très malade, parce que moi aussi j'ai cru voir des soutiens-gorge voler sur scène et j'ai été interné 2 jours plus tard. Oui,
Allez, Christine Claire et la mésaventure qui est arrivée à sa voiture. Heureusement, elle n'était pas dedans. En Corse, la section Corse du syndicat national des journalistes a d'ailleurs condamné samedi l'attentat qui avait la voiture de la journaliste du Figaro. On rappelle qu'elle avait publié dans son journal Le Figaro un billet intitulé « Éteins le feu et tire-toi » qui racontait le départ d'un policier, qui avait quitté l'île de Beauté pour regagner le continent après un attentat contre sa voiture. Elle avait raconté cette histoire-là en racontant qu'elle était scandalisée par ce qui s'était passé. Total, elle aussi a eu quelques impacts de balles sur son automobile. Mais elle a surtout fait quelque chose qui, moi, m'a paru assez courageux. Je savais pas que c'était comme ça. Elle n'a pas écrit son papier de Paris, elle a écrit son papier alors qu'elle était dans le village même. Ouais, ça fallait faire. Christine Ockrent? Bah écoutez, tant mieux, elle n'était pas dans sa voiture et j'imagine que les imbéciles qui ont mitraillé la voiture le savaient quand même. Oui, c'était pour l'impressionner. Voilà. Oui, on la voit. C'est pas Mimimati où il faut faire gaffe, regardez. Non, mais moi je partage absolument l'émotion de cette charmante Christine et je trouve que c'est ce qui a été fait est honteux, tout ça. Cela dit, moi je serais invité chez les amis en Corse qui ont une maison et qui eux sont là tout le temps et qui ont à faire attention quand même à pas choquer les sensibilités, si on peut dire, des plus extrémistes de leurs voisins. Je viendrai pas. Bon, je vais vous dire simplement, quand je vais chez les amis dont on me dit la concierge est acariâtre, je descends pas en disant alors salope. Bon, tu comprends? Bon, parce que je pense que moi je vais la voir qu'une fois. Mais eux vont voir la concierge tout le temps, tandis qu'elle dit les Corses c'est pas bien, et ce sont des peureux, ce sont des machins, ce sont des lâches, et après elle se casse, elle est à Paris, tandis que la copine reste là-bas. C'est vrai que c'est pour la maison de la copine que je me fais du monde. En gros, vous dites j'inviterai pas Christine Claire à la maison, quoi. Si, mais j'habite pas la Corse. Charlotte? Bon, c'est quand même, ça fait froid dans le dos, écoute. Mais bien sûr, mais je dis que ça fait froid dans le dos, et je pense que d'entre elles et les types qui ont tiré dessus, je choisis son camp à elle. Alors évidemment, on dit même plus de mal de la Corse, parce que c'est vrai qu'on devient comme tout le monde un peu lâche, peureux, voilà. Et puis on a peur, mais je trouve ça hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Voilà. Il faudra être habillé punk cet été et cet hiver même qui viennent. Les deux saisons qui approchent vont être les saisons du punk, le retour du punk. Attention, pas seulement les ados, les parents aussi vont s'habiller punk avec des blousons en vinyle noir. On n'est pas obligé. Comment ça? C'est obligé. C'est obligé. Moi, vous ne rentrerez pas dans je viens. Alors c'est comment? Ah bah alors vous aurez des zips un peu partout, des zips apparents surtout, des petites chaînes autour de vos t-shirts. Vous aurez des laines épaisses, mais au lieu d'en faire des tailleurs, vous réaliserez des blousons perfecto avec. Qu'est-ce que vous aurez d'autre aussi? Oui, de l'écossais en mini-jupe. Voilà. Surtout des zips, beaucoup de zips. Des chaînes. Des zips et des chaînes. Les zips, ce sont des fermetures éclairs. Exactement. Voilà. Et comme toujours, c'est la mode recyclée. Comment ça? Bah parce que le punk, c'était en 77, c'était le rat sur l'épaule avec la croix gammée. Donc j'attends la première rédactrice de mode de Elle ou de Marie-Claire aller faire ses courses avec un rat sur l'épaule et une croix gammée sur le bide. Et une ceinture cloutée. Et on rediscute. Il faut une ceinture cloutée aussi, ça c'est très important. Mais non, c'est la marchandisation de n'importe quelle mode et voilà. Et les stylistes qui expliquent donc que ça va être la mode du punk cet hiver disent qu'ils ne ratent pas Star Academy parce que pour créer les vêtements qui viennent, ils suivent la façon dont sont habillés les candidats de la Starac. Car les gosses veulent absolument s'habiller comme Houssine, Emma, Nolwenn et les autres. Je n'ai pas les noms des nouveaux, mais ça ne saurait tarder. Et en tout cas, c'est la mode d'aujourd'hui. Il faut s'habiller comme à la Starac. Et alors, les gens de la Starac, ils sont habillés par la production ou... Exactement, par la production. Donc, je veux dire, ce serait peut-être plus simple de se mettre de mèche avec les gens de la production. C'est pas faux. Effectivement, il y a des stylistes à la Starac qui choisissent et qui réfléchissent au style des différents candidats. Voilà. Ça prouve qu'il y a au moins une personne qui réfléchit à la Starac. J'ai pas vu samedi. Il y a eu quelqu'un d'éliminé samedi. Alors, il paraît que ça s'est beaucoup amélioré. Le niveau s'est beaucoup amélioré. Moi, j'ai dit mes filles. On dit ça n'a plus rien à voir, mais maintenant ils chantent vraiment bien et ils dansent vraiment bien. C'est pas vrai. Mais ils sont moins rigolos. Dès le début. Ouais. Il paraît que maintenant ils sont très bons, mais qu'ils ont, comme c'est du sérieux, ils sont moins rigolos et moins déconneurs. Ce sont vos enfants qui regardent? Oui. Alors, oui. Demandez-leur de regarder pour nous, parce qu'on va peut-être pas le faire ce soir sur TF1, la première de l'émission Scrupule, une émission de télé qui fait déjà scandale, nous dit-on, alors que personne ne l'a encore vue, animée par... Ça devient la spécialité de TF1, c'est d'annoncer des émissions que personne ne regarde, qui ne se font pas nécessairement, mais qui font scandale. Et là, c'est quoi celle-là? Cette fois, elle va passer ce soir, 22h35, Scrupule, animée par Carole Rousseau, avec des gens qui diront, bah oui, j'ai trompé ma femme, oui, je la trompe, et je n'ai pas honte.
honte, quoi. Voilà. D'où le titre. Au contraire, c'est plutôt j'ai honte. Ah non, j'ai honte. C'est des gens qui n'ont pas de scrupules à le faire. Alors il faut pas s'appeler pas de scrupules. Si on l'appelle scrupule, ça veut dire j'ai honte. C'est un talk show d'un genre inédit en France, inspiré d'un jeu de société basé sur ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Il s'agit de comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas de scrupules à agir au-delà des frontières de la morale. Voilà, c'est le principe de l'émission. On va voir par exemple face à face 2 femmes que les maris ont trompées avec un homme, l'une ayant accepté ça, l'autre pas. Voilà. Les maris ont trompé avec un homme? Oui. Ah bah dis donc, bravo. C'est incroyable. Je veux dire, pourquoi ils compliquent le jeu comme ça? Déjà, c'est une aventure humaine tellement formidable qu'un homme ait trompé sa femme avec une femme. Pourquoi le mari trompe sa femme avec un homme? Ben oui, c'est ça. C'est le principe de scrupule. Ah bah dis donc. Et d'ailleurs, un des responsables de cette émission, complet poison. Un des responsables de cette émission produite par Delarue dit j'adorerais recevoir une famille qui a refusé de récupérer la dépouille d'un défunt après la canicule et comprendre pourquoi sans l'ombre d'un scrupule. Voilà. Hein, on comprend. C'est pas glauque, ça. Hein. On comprend mieux le thème de l'émission comme ça. Bah ouais, j'ai laissé crever mon grand-père. On pourrait. Cela dit, moi, quand tout le monde s'offusquait, etc., j'ai demandé à tout le monde cet été. Et à propos, t'as été voir ta grand-mère, toi, cet été? Et je peux vous dire qu'à cette question, la réponse était systématiquement non. Ah mais ça dépend. Si sa grand-mère, et on peut ne pas aimer sa grand-mère, on a le droit de ne pas la voir, on a le droit de pas beaucoup été voir. Non mais je veux dire, était-elle seule? Ben oui, mais même en général, arrêtons de dire oh c'est un scandale. Non, moi je trouve que c'est un scandale absolu. As-tu été voir ta grand-mère? Mais non, c'est un scandale absolu d'avoir laissé mourir des vieux quand ils n'ont personne. Quand ils n'ont plus que vous et de ne pas y aller, c'est un scandale absolu. C'est bien ce que veut dire Charlotte. C'est exactement ce que je veux dire. Quand tu dis personne n'est allé les voir, alors c'est normal. Non, mais non, j'ai dit que même nous, on s'en occupe pas beaucoup. Mais ça dépend de quel est. Allô, Carole Rousseau, vous avez 2 candidats. Mais on dit la même chose, C'est sans scrupule. Charlotte de Turckheim, vous pourriez participer à l'émission. Non, je ne suis pas allé voir ma grand-mère. Voilà. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Ah bon. Elle dit qu'elle aurait dû y aller. Je dis que nous tous, on s'en occupe pas beaucoup non plus, qu'on donne beaucoup de leçons de morale, mais qu'on n'y a pas vraiment été non plus. Non, encore faut-il avoir se passe là. Parce que tu n'as plus ta grand-mère, malheureusement. Le sais-tu? Depuis le temps que je m'en occupe pas, je pense à l'évidence. Oui, c'était un très bon dessin de Rançon dans le Parisien. On l'a montré la semaine dernière, mais Rançon avait dessiné un Parisien, un dessin dans le Parisien. On voyait un couple qui devait aller reconnaître un décor, hélas, gardé à Rungis dans un frigo. Et le mari disait à sa femme, comment ils veulent qu'on reconnaisse Pépé? Ça fait 20 ans qu'on l'a pas vu. non, mais c'est vrai, en plus, c'est pas la grand-mère, c'est la mère qu'on doit voir. Les gens de 85 ans qui sont là, qui ont souffert de la canicule, ils ont des enfants de 60 ans. C'est à eux d'aller les voir. Les petits-enfants, c'est en tant que en cas de carence des enfants, les petits-enfants doivent prendre le relais. Mais s'ils ont des enfants, s'ils ont des amis, s'ils ont des maris, il n'y a pas de raison d'aller les emmerder en plus. Ils ont souvent des petits logements, parce que les vieux, ils sont pas très riches. Bon, mais on les laisse tranquilles. C'est s'ils sont seuls dans la vie que c'est monstrueux de ne pas aller les voir. Bon, bah écoutez, Charlotte, vous avez votre grand-mère encore, Charlotte? Non, j'ai plus ma grand-mère. Bon, et puis votre grand-mère, Philippe Vandel? Non plus, moi non plus. Bon, alors voilà, on a été tranquille nous cet été. On a eu la paix. Voilà, c'est ça la conclusion. Il faut bien dire, c'était. Je me rends compte que je viens de dire une horreur. Oui. Oui, mais ça vous a fait du bien. Ça vous a fait un bien fou. Et puis ça fait une chute, enfin si j'ose dire. Bah, parlons du prince Charles. Tiens, on va changer. Il nous reste 1 minute pour cela. Juste une info. Le prince Charles, c'est le Figaro qui se pose la question, produit-il des meilleures saucisses que sa sœur? Je vous explique pourquoi cette interrogation. Parce que la princesse Anne a lancé le mois dernier sur le marché une marque de saucisses portant sa griffe, alors que son frère est depuis plusieurs années l'un des leaders du marché britannique. Bref, c'est la guerre de la saucisse entre le prince Charles et la princesse Anne. Hein, ça, c'est quand même un beau débat. Hein. Mais ils ont rien d'autre. Comparer la saucisse du prince Charles et celle de la princesse Anne. Pourquoi ils font pas de saucisses, les Grimaldi à Monaco? Oh, quand même, elle donne dans le saucisson. Stéphane.
Je ne savais pas qui était leader du marché britannique avec sa saucisse, le prince Charles. Non, moi non plus. Vous, quand même, qui suivez Ce détail, si j'ose dire, m'avait échappé. C'est vrai, vous l'ignoriez, Christine? Je l'ignorais. Ça s'appelle cela. comment sa marque de saucisse à Charles, si je puis dire? Je sais pas, faut demander à Lady Di et je vous donnerai la réponse demain entre 16h et 18h. Vous écoutez Europe 1, il est 18h. Le journal est présenté par Vincent Parisot. Bonsoir. Bonsoir. Un décalage entre la perception des administrations et la réalité du terrain, un manque d'anticipation.